à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 14 du Basket Lab, le laboratoire du jeu. Bon, épisode 14 et aujourd'hui on va se faire un back-to-back puisque cette semaine encore on va parler de Memphis après avoir déjà discuté du cas de Jaren Jackson Jr. la dernière fois. Et donc aujourd'hui de nouveau Memphis et en particulier aujourd'hui cette fois-ci plutôt que de parler de Ja Morant ou de Jaren Jackson Jr. des deux stars, aujourd'hui on va parler des jeunes de Memphis. Bon, je pense que vous n'êtes pas passé à côté de ça depuis le début de saison. Memphis fait une année assez incroyable. Je crois qu'ils sont dans le top 3 de la conférence Ouest actuellement. Et c'est vrai que ce que je trouve assez intéressant, mine de rien, avec cette équipe, c'est que, contrairement à ce qu'on peut avoir de manière classique et généralement dans ce cas-là, on n'est pas dans le cas de figure où l'équipe explose simplement parce qu'il y a deux jeunes superstars et autour, pour bien optimiser et pour bien entourer ces superstars, il y aurait des vétérans très compétents et très expérimentés. Là, on n'est pas du tout dans ce cas de figure puisque on est sur une rotation de joueurs, une rotation principale qui est constituée majoritairement de jeunes joueurs. Et donc c'est pour ça que je me suis dit que ça pouvait être l'occasion un peu de parler de ces jeunes joueurs. On parle beaucoup déjà de Ja Morant et de Jaren Jackson Jr., mais aujourd'hui, je préférais me concentrer sur les jeunes qui ne sont pas ni Ja Morant ni Jaren Jackson Jr. D'une part, très simplement pour les mettre en lumière, il y en a peut-être certains que vous connaissez mal ou que vous connaissez peut-être pas du tout même, c'est normal. Et d'autre part, essayer également d'en parler pour décrire un peu leur profil de jeu, leurs forces et leurs faiblesses très rapidement, et peut-être également de juger de leur potentiel. Finalement, sur les 7 joueurs dont on va parler aujourd'hui, à quoi pourrait ressembler le reste de leur carrière ? Et donc, pour parler de ça aujourd'hui, on reçoit un nouvel invité, et cet invité, c'est Tom Feller sur Twitter, que vous connaissez peut-être de Dunk Hebdo, notamment, il est chroniqueur chez le podcast Dunk Hebdo. Et donc, Tom, c'est un analyste très généraliste, qui s'y connaît et qui peut parler de plein de sujets différents, mais notamment, Tom, c'est aussi un fan de Memphis. Donc, ces jeunes-là dont on va parler, il les connaît très bien, il les voit jouer tous les soirs quasiment, donc c'était l'invité parfait pour aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, dans notre laboratoire de recherche sur le jeu, on va parler du niveau de jeu et du profil de ces 7 jeunes joueurs de Memphis. Bienvenue dans le Basket Lab. Et donc, on se retrouve aujourd'hui pour parler spécialement de Memphis et on a l'honneur de recevoir Tom. Salut Tom. Salut Guillaume, comment vas-tu ? Ça va très bien et toi en cette belle année pour les Grizzlies surtout ? Ah bah écoute, on profite des victoires, on a eu des vaches maigres pendant à peu près 2 ans et puis là on peut se réjouir assez vite du fruit de cette reconstruction express. Ouais, d'ailleurs tu fais bien de parler express, on va y revenir. Juste quand même avant ça, tu peux nous dire un peu ton actu en ce moment. J'ai vu que tu as fait un podcast sur Dunk Hebdo, mais aussi avec les Grizzlies. C'est ça. Donc on peut me retrouver du coup sur le podcast de Hebdo, qui est un podcast hebdomadaire et puis qui parle de l'actualité de l'NBA en général. Donc le dernier auquel j'ai participé, c'était un podcast du coup sur la défense des Hawks. On avait aussi parlé de la problématique des Celtics pour entourer le duo Jaylen Brown et Jason Tatum, et on avait parlé aussi du dilemme Jalen Brunson à Dallas. Et puis aussi on peut me retrouver sur le podcast Cellule Grise, qui est un podcast dédié 100% à l'actualité des Grizzlies. Et ben voilà. Et c'est vrai que tu fais partie de l'équipe de Dunk Hebdo, très généraliste, on peut dire. C'est ça. Tu sais parler de tout, mais aujourd'hui, alors j'ai d'autres projets pour toi plus généralistes, mais aujourd'hui je voulais parler surtout au Tom, très fan de Memphis et très connaisseur de Memphis. Et justement, tu parlais de reconstruction express. Je voulais parler un peu
au-delà de Ja Morant et de Jaren Jackson, qui sont peut-être les deux figures du projet, évidemment, il y a quand même pas mal de joueurs très intéressants dans cette équipe, et notamment des jeunes joueurs. Clairement. Donc, je voulais voir un peu avec toi qu'on discute de 7 joueurs aujourd'hui, plus ou moins rapidement, mais 7 joueurs que je trouve très intéressants. Et c'est vrai que, petite stat que j'ai vu passer, là, il y a une paire d'heures, 63% des possessions de Memphis sont utilisées par des joueurs de moins de 23 ans. Oui. Cette année, ce qui est vraiment assez impressionnant quand on sait que l'effectif est à ce point jeune, mais surtout déjà à ce point bon. Donc c'est vrai qu'il y a pas mal de choses à discuter et pas mal de bons joueurs. Peut-être d'ailleurs, toi, quel est ton préféré parmi tout cela? Alors, parmi les joueurs qui composent l'équipe actuellement, mon joueur préféré, c'est Kyle Anderson. Ouais. Qui avec Steven Adams, l'un des joueurs les plus âgés de l'équipe et qui fait entre guillemets la transition entre les deux projets. J'aime aussi pas mal Dillon Brooks, mais si on reste uniquement sur les jeunes du projet entre guillemets Grizz Next Gen, je pense que le joueur pour lequel j'ai le plus d'affect, c'est D'Anthony Melton. D'Anthony Melton. Ouais. Ah ouais. Ah bah d'ailleurs on peut commencer par lui si ouais. tu veux directement, D'Anthony Melton. Donc, effectivement, tu as cité Kyle Anderson, Steven Adams et Dillon Brooks, on ne parlera pas d'eux. On va plutôt se concentrer sur les jeunes, puisque ce sont des jeunes très intéressants. Et d'ailleurs, je l'ai pas dit encore, mais c'est assez marrant parce qu'il y a pas mal de ces jeunes joueurs, moi qui suis la draft depuis quelques années, qui sont considérés, ou en tout cas qui étaient beaucoup aimés par beaucoup de gens du fameux draft Twitter, oui. Les fameux hipsters de la draft. Il se trouve que vous en avez récupéré quand même pas mal dans le lot. Je pense notamment à d'Anthony Melton, mais même Jaren Jackson ou d'autres joueurs comme ça, Brandon Clark évidemment. D'ailleurs, je sais pas si tu le sais, mais l'ancien auteur de The Stepien, Jackson Hoy, très très jeune, qui un peu le mec sur internet qui a découvert Ja Morant un an avant tout le monde, clairement, et qui aujourd'hui travaille justement dans le front office de Memphis, et Memphis est connu pour aller chercher ce genre de joueurs. Donc aujourd'hui c'est précisément ce dont on va parler, et donc commençons par ton joueur préféré, du coup, D'Anthony Melton. 23 ans d'Anthony Melton, 46e pick de la draft 2018 à l'époque. Voilà, il faut se souvenir aussi que il fait une année de fac assez compliquée, notamment d'un point de vue de l'éligibilité académique, ce genre de choses. Et finalement, il tombe assez bas dans la draft, mais de suite, il est utilisé dans un échange par Houston qui le draft et qui de suite l'envoie à Phoenix. Et puis, après un an à Phoenix, il arrive en tant que sophomore à Memphis. Je te lance. Qu'est-ce que tu aimes particulièrement chez ce joueur? Après, c'est vrai que c'est un joueur qui est arrivé déjà dans un salary dump, du coup, pour permettre à Phoenix de signer Ricky Rubio. C'est vrai. Donc, merci. Merci. Moi, ce que j'aime, en fait, c'est ce joueur, c'est tout le côté playmaking défensif loin du ballon. C'est-à-dire que c'est un joueur qui va être très disrupteur. Alors, on n'est pas sur du niveau Matisse Thybulle, attention, mais on est vraiment sur un joueur très disrupteur, très fort sur tout ce qui est ligne de passe, sans forcément beaucoup parier, entre guillemets. C'est un joueur qui est très solide. On l'a vu notamment, c'est un des joueurs qui est très important, notamment tu vois quand on a les affrontements contre les Warriors, puisque les Warriors c'est une équipe qui fait pas mal de passes, et lui c'est un joueur qui arrive à bien anticiper les lignes de passe. Je le trouve beaucoup plus intéressant sur ce type de défense que sur la défense homme à homme, même si sur le homme à homme il est quand même au-dessus de la moyenne. C'est un joueur qui est très puissant entre guillemets du haut du corps, donc, et qui est je trouve assez bon pour tout ce qui est la navigation entre les écrans, même si je pense que ses bras parfois, il peut être un peu raide au niveau des bras, ce qui fait que il va peut-être provoquer les fautes quand il va essayer de naviguer entre les écrans. Mais moi je trouve que défensivement c'est un joueur qui est très fort, c'est un très fort role player défensif, et puis offensivement c'est un joueur qui au fur et à mesure de son avancement dans la ligue ajoute des petites choses offensivement à son jeu. Donc il a rajouté un petit flotteur, il a un shoot qui même si il shoot pas mal à 3 points. C'est un joueur qui malheureusement offensivement n'a pas un handle assez bon pour moi pour pouvoir être à l'aise pour aller sur du bidistance. Donc c'est un joueur qui a un shoot à 3 points plutôt correct, même s'il est un peu en délicatesse avec celui-ci cette année. Et puis offensivement, c'est un joueur qui est très agressif. Ouais, c'est vrai.
Bon, alors on l'a pas dit, on l'a pas encore appelé. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas ou assez mal, Melton c'est plutôt un type d'arrière, Oui. meneur arrière, Oui, c'est vrai. format de poche, assez athlétique, effectivement. Et bon, c'est vrai que tu l'as un peu dit, sa carte maîtresse pour l'instant, c'est la défense. Oui. Effectivement, je le trouve assez intéressant dessus. Et alors, on en parlait un peu en antenne là. Et d'ailleurs, tu m'as proposé de faire un petit jeu pour chacun de ces joueurs, qui est de trouver des comparaisons pour chacun de ces jeunes de Memphis avec des joueurs passés, notamment de cette dernière décennie. On est tous les deux d'accord pour dire que la comparaison qui semble la plus intuitive, c'est Avery Bradley. Oui, clairement. L'ancien arrière défensif de Boston. C'est ça. Effectivement, c'est un peu ce profil-là. Comme on dit, un défenseur au point d'attaque, au point of attack, donc c'est-à-dire pas forcément quelqu'un qui a une énorme polyvalence, parce que il a pas la taille ou l'envergure pour switcher sur des gros ailiers, mais par contre au point d'attaque, donc sur le meneur adverse, très concrètement sur le point de lancement du système, sur les meneurs et les arrières, il est très très bon, très rapide, extrêmement athlétique, de très longs bras pour sa taille aussi, etc., etc. Bon, ok. Après l'attaque. On est sur un joueur qui pour l'instant est un role player à 22 minutes par match, c'est quand même pas mal, quoi. Il fait partie de la rotation, on peut le dire. C'est vrai que moi j'ai un peu de doute par rapport à la suite de sa carrière, au développement de sa carrière, par rapport au côté offensif. Moi aussi. Parce que je sais pas si avec seulement la défense, tu peux avoir un rôle majeur, même dans une très bonne équipe ou même dans une équipe moyenne. Et le fait est que son efficacité cette année, elle est pas top. Autant l'an dernier c'était pas mal, autant cette année c'est un peu redescendu à ce qu'on peut dire ses standards en carrière, et notamment d'il y a 2 ans ou même de sa première année NBA. Et notamment on a un 31% à 3 points qui est assez mauvais. La moyenne est autour des 35, donc c'est un shooter qui n'est pas forcément au niveau de la moyenne, donc qui fait un peu perdre de la valeur à son équipe de ce point de vue-là. Et c'est peut-être d'autant plus dommage que un défenseur, notamment, on l'adore d'autant plus, et il a d'autant plus de valeur que quand, justement, il rentre dans ce rôle de 3&D. C'est ça. Là, le problème, c'est que, ok, il y a le volume, on est autour des 3 points par match en moyenne, mais à 31%, c'est un peu limite, et c'est un peu dommage aussi, parce que l'an dernier, je crois qu'il était autour des 40%. Oui, c'est ça. Donc, de ce point de vue-là, toi, comment tu juges un peu son jump shot et l'évolution de sa carrière, du coup, par rapport à ça? Alors, je trouve que la différence entre cette année et l'année dernière, notamment sur son shoot, c'est que cette saison, je le trouve beaucoup plus hors rythme. C'est-à-dire que c'est un joueur qui est agressif offensivement et qui est parfois, pour moi, trop agressif. C'est-à-dire que si il va prendre la balle, il va récupérer la balle, et s'il a décidé qu'il va shooter à 3 points, peu importe ce que la défense va faire en face, il va shooter à 3 points, même si c'est hors rythme. Et c'est un joueur qui a aussi souffert du coup de l'absence de Ja Morant, tout simplement parce que c'est un joueur qui est dans les meilleures conditions quand il joue entouré de Tyus Jones et de Kyle Anderson. Sauf que à l'absence de Ja Morant, Tyus Jones a été propulsé entre guillemets titulaire à la main, et lui il s'est retrouvé à soit devoir gérer la seconde unit seul, donc comme meneur, ou sinon à devoir être décalé en 2 avec Jared Culver en meneur de jeu. Donc du coup, je pense que c'est des éléments de contexte qui lui sont pas favorables. Mais c'est vrai que je trouve que offensivement, c'est un joueur qui a vraiment beaucoup besoin de rythme et qui joue bien différemment cette saison et par rapport à l'an dernier offensivement. Tu veux dire qu'il a eu des séquences cette année où il a essayé d'être un peu plus responsabilisé, que du coup ça n'a pas trop marché au niveau sélection de tir ou au niveau efficacité. C'est ça. Okay. Jusqu'à maintenant, je trouve que il joue, cette saison en tout cas, je le trouve beaucoup trop soliste offensivement. Pourtant c'est un joueur qui a été payé, donc pour moi c'est pas quelque chose de contractuel. Après c'est vrai qu'il a eu des minutes qui ont beaucoup fluctué en fait sur les 2 dernières saisons. On se souvient que, par exemple, en début de saison, on se demandait qui allait être titulaire. Est-ce que c'était plutôt lui ou Desmond Bane? Et lui, il s'est retrouvé à un certain moment en dehors de la rotation quand il y avait tout le monde, puisque Zaire Williams avait repris une partie de ses minutes et lui, il avait été mis sur la touche. Donc, est-ce que du coup, il compense pas ça par du coup un surplus d'agressivité qui lui font prendre de très mauvais shoots? Là, faut pas se leurrer, c'est quelqu'un qui prend de très mauvais shoots aujourd'hui. Oui, et le problème, c'est non seulement qu'il les prend, ces mauvais shoots, mais qu'il les met pas assez, en plus. C'est vrai que de ce point de vue-là, autant le côté défenseur de haut niveau, c'est très intéressant, autant
C'est vrai que sur l'attaque, alors le jump shot, c'est pas mal, mais c'est quand même assez limité. Et comme tu dis, là, il a été plus responsabilisé et l'efficacité n'est pas là du tout, donc c'est un peu dommage. L'autre point aussi au niveau de l'attaque, c'est que c'est un joueur assez mauvais, assez faiblard au panier, exactement, au niveau des drives. Donc il a moins de 2 drives par match, ce qui est vraiment très peu. Il a 41% d'efficacité au niveau des lay-ups en fin de drive, ce qui est vraiment pas bon du tout. Et très clairement, tu parlais d'agressivité. Je dirais plutôt agressivité, en tout cas, dans la sélection de tir, mais pas du tout au niveau du fait d'attaquer le contact. Et en même temps, ça peut se comprendre, c'est un gabarit assez petit, finalement. Mais c'est vrai que c'est pas non plus quelqu'un qui compense en allant chercher des lancers francs. Donc c'est un peu dommage. Et sur le reste de son jeu, on a parlé du jump shot, du driving game et maintenant du passing. C'est pas non plus quelqu'un qui peut compenser en apportant beaucoup de valeur à la création, balle en main et sur du passing. C'est ça. On est plutôt sur un joueur qui peut faire des passes classiques un peu académiques, qui a un petit truc mais qui est pas non plus c'est pas un créateur du tout, quoi. Même sur le terrain, c'est pas un créateur, il a besoin d'un créateur à côté de lui pour le décharger de ça et pour se concentrer uniquement pour finir des actions en attaque et finir des actions en étant assisté en attaque et défensivement être un peu l'électron libre. C'est ça, ouais. Et par exemple, j'avais noté, il a à peu près le même ratio de playmaking, donc le nombre d'assists par responsabilité, par usage, à peu près comme CJ McCollum ou Scotty Barnes, Terry Rozier, Dwight Powell. Bon, c'est pas top, surtout pour un joueur qui est dans ce rôle-là parfois de meneur un peu créateur, en tout cas qui est un peu appelé à l'être. Et de l'autre côté, en plus, c'est un joueur qui est assez sale au niveau de ses turnovers, malheureusement. Ce qui fait que son passing game est d'autant plus dommageable, et pas du tout rentable. Et par exemple, il a le même turnover percentage que des joueurs comme LaMelo Ball, Joe Ingles, Marcus Smart, Tyrese Haliburton. Mais le problème, c'est qu'il fait beaucoup moins de passes et il crée beaucoup moins pour le collectif donc c'est du déchet beaucoup moins rentable, en tout cas beaucoup moins acceptable que pour ces joueurs-là. Donc c'est vrai que l'un dans l'autre, je sais pas quel est toi, tu vois la projection un peu pour sa carrière. Moi, je pense qu'on est plutôt sur ce rôle-là de 22-25 minutes par match, du role player plutôt défensif, mais finalement pas beaucoup plus que ça, quoi. Assez d'accord avec toi. À part si il retrouve entre guillemets son adresse au shoot et puis qu'il arrive à maintenir un certain volume, puisque voilà, il est défendu aujourd'hui comme un shooter, hein. C'est-à-dire que il y a pas alors même s'il fait pas trop de record scratch, c'est-à-dire que quand le ballon lui arrive et il est dans une position ouverte, il va prendre le tir. C'est pas quelqu'un qui va refuser le tir ou qui va faire une feinte dans le vide pour se rapprocher de la zone, puisque c'est un joueur qui a pas un très bon flotteur, contrairement à la grande partie du reste de l'équipe. Mais c'est vrai que aujourd'hui, vu son évolution cette saison, je pense que sa place dans le projet peut être menacée, vu que voilà, il y a d'autres joueurs qui ont d'autres qualités qui arrivent sur son poste. Par contre, à sa décharge, c'est le seul joueur qui est capable de bien faire ce qu'il fait. Et aujourd'hui, par exemple, c'est l'une des raisons de notre succès, c'est qu'on c'est la stratégie de volume. C'est-à-dire que un peu à la manière de Toronto, on va faire du pilonnage, c'est-à-dire qu'on va générer des possessions supplémentaires pour pallier notre manque d'efficacité dans les zones de terrain et le fait que notre shot en tant qu'équipe ne soit pas très analytique friendly. Ouais, en gros, tu essaies de gagner la bataille des possessions en ayant plus de cartouches que l'adversaire, quoi. Voilà, c'est ça. Et c'est pour ça que pour le fonctionnement de l'équipe aujourd'hui, c'est un joueur qui est très important parce que son playmaking défensif et sa capacité à générer des actions défensives, ça va être des stops ou des contres ou de la transition, tout simplement. C'est quelque chose qui est très important notamment aux côtés de Kyle Anderson, et c'est l'une des raisons pour laquelle son surnom dans l'équipe, c'est Monsieur Mister Do Something. Parce qu'il fait toujours quelque chose. Oui. Et alors après, que sa place dans l'équipe menacée, je suis pas sûr. Je pense que ça peut être un très très bon joueur de rotation, même d'une équipe qui joue le titre. Mais simplement, ça sera peut-être pas plus que ça. Et d'autant plus, dernier point peut-être, c'est vrai que on a parlé de son niveau défensif qui est très bon. Oui. Le fait est qu'il est sur le rôle défensif et la position défensive qui, malheureusement pour lui, a le moins de valeur. Oui. C'est-à-dire que c'est très bien de bien défendre des meneurs et des arrières. Malheureusement, ça a moins d'impact que s'il avait le même niveau défensif sur un poste de pivot où il peut affecter plus d'actions, ou même sur un poste d'ailier où pareil, il peut affecter plus d'actions et donc avoir plus de valeur. Donc c'est vrai que, et d'ailleurs c'est un peu pour le jeu des comparaisons, je l'ai déjà dit, on a dit Avery Bradley, c'était un peu le problème avec Avery Bradley qui était exceptionnel dans son rôle, mais malheureusement dans une ligne arrière
ton potentiel est quand même assez limité en termes d'impact dans le jeu. Ok, donc voilà pour D'Anthony Melton. On peut peut-être passer au deuxième qui, alors cette fois, est mon joueur préféré parmi ces jeunes, hein, si on exclut évidemment Jaren Jackson et Ja Morant. C'est Desmond Bane, du coup. Desmond Bane, 23 ans, 30e pick de la draft 2020, et qui, cette année, est devenu carrément un titulaire assez indiscutable, avec 30 minutes par match carrément en moyenne, une efficacité vraiment assez impressionnante. Clairement. Au niveau du true shooting plus, donc le true shooting, l'efficacité au scoring par rapport à la moyenne, il est à 106, donc 6% plus que la moyenne. En tout cas, son score est 6% plus grand que la moyenne, ce qui est vraiment pas mal. Il le fait sur un niveau de responsabilité, 21% d'usage, ça va. C'est pas non plus énorme, mais c'est pas non plus rien du tout. Hein. Clairement. C'est par exemple au niveau de Bojan Bogdanovic, de Lou Dort, de Jason Tate, de Kyle Kuzma, etc., etc. Donc voilà, et notamment sa force principale, et je vais te laisser embrayer là-dessus, c'est évidemment le 3 points, où c'est un shooter de très très haut niveau. Clairement un shooter vraiment de très très haut niveau. Alors c'est un joueur qui était quand même connu pour ses capacités de shooting à la draft et qui est descendu par rapport à du coup à cause de son âge et par rapport au fait qu'il est que ce soit un joueur qui ait une envergure à peu près négative. C'est-à-dire que c'est un joueur qui est très petit et on l'a vu dans sa première saison où il était très porté sur le tir à 3 points et qu'il avait énormément de mal à finir au cercle. Donc, cette saison, ça s'est un petit peu amélioré parce qu'il a amélioré son handle et le fait qu'il ait plus de gravité entre guillemets derrière l'arc et que cette saison ce soit vraiment devenu un très très bon shooter, mais vraiment un très très bon shooter, on limite un shooter élite. Si on peut, si les gens se souviennent de ce que tu disais pour un shooter élite quand tu as parlé de Buddy Hield notamment. Donc, enfin, c'est un joueur qui a du volume, qui a de la diversité. Il shoot à droite, il shoot en partant à gauche. Il a un très bon jeu de jambes pour notamment lorsqu'il fait les feintes. Et d'ailleurs, il est surnommé le fly-by king puisque les adversaires ont tendance à bien mordre sur la feinte. Donc ça prouve un peu à la démarre de Rosen que ses feintes de shoot mimiquent vraiment son shoot réel. Et du coup, on ne sait pas s'il va déclencher ou pas. Donc il a aussi la distance, le volume et la polyvalence. C'est-à-dire que c'est un joueur qui peut faire du catch and shoot, c'est un joueur qui peut faire du spot-up, c'est un joueur qui peut faire un peu de off-screen et du shoot en mouvement, même si c'est pas le type de shoot où il est le plus à l'aise. Et dans ces cas-là, il préfère, plutôt que shooter en déséquilibre, peut-être poser un dribble et avoir la menace dans le mi-distance long. Mais c'est vraiment un shooter exceptionnel cette saison. Ah oui, et même pas que cette saison, je trouve que l'an dernier, déjà, il était à 43% de réussite à 3 points. Sur déjà 4 tentatives par match, qui est plutôt un bon volume. 43%, effectivement, c'est excellentissime. Cette année, il est 42%, donc pareil, mais sur même 7 tentatives par match, ce qui est un volume, pour le coup, qui commence à être assez conséquent, gigantesque, conséquent. Donc, voilà, je pense que vraiment, si vous ne devez partir de ce podcast qu'avec une seule idée, c'est retenez ça, Desmond Bane, pour l'instant, est un des tout meilleurs shooters de NBA. Il est dans une catégorie assez impressionnante et comme tu l'as dit, non seulement il y a une efficacité ultra élite pour l'instant, mais comme tu dis, il y a une variété aussi qui est très intéressante. C'est pas qu'un shooter statique, c'est pas Steve Novak quoi. Voilà, clairement. Où tu me parlais de faire des comparaisons, c'était pas Chris Copeland. Oui, monsieur. Aux amateurs aussi. Non, c'est quelqu'un qui comme tu dis, a une très bonne gravité sur tout ce qui est catch and shoot. Il peut punir très très bien, mais en plus, il s'inscrit très bien dans le jeu aussi de dribble and off, le jeu de main à main. Là-dessus, il peut déclencher le tir très très bien, donc plutôt pas mal. Donc voilà, on va pas en faire plus sur le shoot. Il est ultra élite sur ce shoot et donc c'est très bien. Après, c'est vrai que du coup, pour le reste de son jeu, c'est pas non plus un slasher naturel, mine de rien. Ah, c'est d'accord. C'est pas non plus catastrophique, c'est pas non plus mauvais, je trouve, mais c'est clairement pas ce qu'il aime le plus. On est autour des 5 drives par match pour 30 minutes de jeu. C'est pas beaucoup, mais à la limite, ça va. Il attaque quand même pas mal le panier. Et d'ailleurs, je trouve qu'il est plutôt pas mal mis dans des conditions pour attaquer le panier par les systèmes de jeu, par le coach à Memphis. Donc plutôt pas mal.
50% de réussite au niveau de ses lay-ups, c'est pas mal. On n'est pas à 40 qui est très mauvais, on n'est pas à 60 qui est Antetokounmpo. On est pas mal à 50%. Donc on peut remercier Steven Adams. Hein. Effectivement, ouais. et c'est vrai que je pense que ce qui l'aide aussi à finir pas mal au panier, c'est son toucher de balle, évidemment. Le même toucher de balle très soyeux qu'on retrouve au jump shot, on le voit notamment sur les drives et sur la finition au panier, notamment aussi du toucher de balle sur des flotteurs et sur des lay-ups comme ça. Clairement. Ce qui est peut-être aussi du coup un peu, je trouve, la chose qui est dommage avec lui, c'est que parfois il insiste un peu trop sur ce flotteur et il va pas directement agresser le protecteur de panier, il va pas directement jusqu'au contact et jusqu'au panier pour aller chercher des lancers francs. Il se contente un peu trop de prendre ce flotteur. Donc voilà, globalement, c'est vrai que il n'y a pas ce jeu en pénétration. Au niveau du passing, on est sur un passeur assez classique dans ce rôle-là, c'est-à-dire pas beaucoup de passes, pas beaucoup de créativité, mais du coup, on a aussi le penchant qui est que il n'y a pas beaucoup de turnover non plus. Donc ce qui fait qu'on a un ratio assez rentable, assez intéressant. Mais c'est vrai que du coup, l'un dans l'autre, on est plutôt, je trouve, sur un profil assez clair de 3&D, mais vraiment de la catégorie de très très haut niveau, quoi. On n'est pas sur le simple, je sais pas moi, Glenn Robinson ou le 3&D de connoté un peu négativement, quoi. Là, on est du 3&D qui apporte de la valeur très positive à la fois sur le 3 et sur le D. Clairement. Je sais pas comment toi tu le vois de se développer à l'avenir. Je pense que c'est un joueur qui sera amené à avoir plus de responsabilités à peu près balle en main. On l'a vu par exemple lors de la Summer League avoir des responsabilités en tant que meneur backup. Et d'ailleurs, il en a parlé dans un podcast de Chris B. Haynes. Comme quoi il disait que le fait d'avoir eu des répétitions, ça lui a permis de prendre confiance en son jeu, puisque c'est un joueur qui est arrivé en NBA où il faisait essentiellement du spot-up et qui était très timide. Et du coup, le fait d'avoir eu des répétitions, notamment à la Summer League, ça lui a fait prendre confiance en ses capacités, notamment en son handle. Et du coup, au fur et à mesure, il commence à prendre des responsabilités un petit peu balle en main. Comme tu l'as dit, on le voit faire pas mal de dribble and off, notamment avec Steven Adams. Donc peut-être que en termes d'évolution, plutôt qu'avoir les dribble and off au niveau du coude, on pourrait avoir un peu comme dans l'évolution par exemple d'un gars comme Jamal Murray, avoir des dribble and off qui se jouent au-delà de la ligne à 3 points pour permettre de lui laisser un petit peu plus d'espace avec la menace de son shoot pour pouvoir bien attaquer l'arceau avec un bon angle. Et du coup, je pense qu'il va quand même être limité notamment au niveau de l'attaque du panier, puisque comme c'est un joueur qui a une très petite envergure, aller prendre le contact avec le protecteur d'arceau, quand il prend le contact, il a pas assez d'allonge entre guillemets pour pouvoir avoir un bon angle pour tirer au panier. Et du coup, oui, parce que pour le coup, voilà. Quand il prend le choc, il arrive à l'absorber le choc, mais ensuite avec ses bras, il est peut-être un peu court pour aller jusqu'au panier, quoi. Exactement. Et du coup, je pense que c'est aussi pour ça qu'il prend pas mal de flotteurs, un peu comme tous les joueurs de Memphis, hein, puisque c'est quelque chose qu'on va beaucoup retrouver chez Memphis, le fait qu'on ait des joueurs avec une petite envergure. On en parlera avec un intérieur un petit peu plus tard. Les joueurs ont des petites envergures pour leur taille et pour leur poste, ce qui les oblige à prendre un petit peu plus de flotteurs et être un peu plus dans l'évitement que dans l'agression. Ouais, tu sais, même un joueur qui a une grosse envergure comme Jaren Jackson, je trouve qu'il prend beaucoup de ces tirs-là aussi. C'est vrai. Je sais pas si c'est une consigne de Memphis ou pas, mais non, c'est vrai que d'un point de vue de Desmond Bane au niveau de son futur, moi c'est un joueur que vraiment je commence vraiment à adorer énormément. Après, c'est vrai que au niveau de son développement, comme je disais, je pense qu'on n'est pas sur quelqu'un qui a assez de jeu en pénétration, ni peut-être de passing et de côté un peu cérébral pour devenir plus et devenir notamment un bon créateur balle en main. Oui, je suis d'accord. Pas de haut niveau en tout cas. Je pense que ça peut être un très bon peut-être créateur secondaire ou tertiaire parfois sur une isolation. On lui dit attaque balle en main, il pourra le faire, mais c'est clairement pas quelqu'un à qui on va donner le ballon en début de possession en disant, en tout cas en espérant qu'il crée une synergie, qu'il crée des shoots pour les autres, etc. Ce sera plus un amplificateur peut-être de décalage. C'est ça, ouais. Plutôt qu'un joueur qui va et un finisseur d'élite. Voilà, un finisseur d'élite plutôt que quelqu'un qui va attaquer la défense en frontal en manipulant entre guillemets toute la défense. Et puis tu parlais de son âge, hein, tu disais que c'est pour ça qu'il était un peu descendu à la draft. Oui. Il a 30 jours ou à peu près un mois de différence avec Markelle Fultz. Et le grand Markelle Fultz. Qui a été le premier choix en 2017. Et lui a été drafté en 2020, c'est ça ?
Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc c'est vrai que bon, il a 23 ans, hein, c'est encore très jeune, 23 ans. Mais c'est vrai que on n'est pas non plus sur un joueur qui explose autour des 19-20 ans et on pourrait se dire qu'il y a encore pas mal de marge de progression. Là, je pense qu'on a déjà pas forcément la version finie, mais on a plutôt déjà le moule, en tout cas du joueur qui va être plus tard. Mhm. Et moi, c'est pour ça que alors tu parlais du le jeu des comparaisons, je vais te laisser dire du coup à qui toi tu avais pensé. Alors moi j'avais pensé à du coup Vochen Leonard, mais bon c'est un joueur qui est plus dans les débuts des années 2000, c'est-à-dire c'était un joueur très très haut, très très fort du haut du corps, bon shooter qui a joué essentiellement à Miami et à Denver, et je pensais aussi à Caron Butler, mais la version des Wizards de Caron Butler, avec son triptyque avec Gilbert Arenas et Antoine Jefferson. Donc avant qu'il parte à Dallas, c'est ça, non? Voilà, c'est ça. D'accord, ok. Et est-ce qu'il avait pas un peu plus de création balle en main qu'Aaron Butler? Un petit peu plus, mais je pense que c'est là que Desmond Bane peut tendre, je pense. Ok, ok. Alors, mais vraiment dans du côté vraiment secondaire, hein, puisque Caron Butler, Tout à fait, ouais. voilà, c'est Ouais. vraiment secondaire, voire tertiaire, comme tu l'as bien dit. Ok. Alors pour le coup, moi, j'ai pas connu trop celui de Washington, donc Mm. pour ça que je te posais la question. Non, alors moi, j'espère que ça va pas trop faire réagir. Moi, clairement, en fait, il me fait penser à Klay Thompson. Aïe. Mais les ressemblances sont assez frappantes. Mhm. Et je parle évidemment pas du niveau de jeu. Je dis pas qu'il va avoir le niveau de jeu de Klay Thompson ou l'impact ou la valeur de Klay Thompson, mais c'est vrai que quand tu m'as proposé ce jeu de qui a le profil qui ressemble le plus à un niveau bien plus bas pour l'instant, c'est vrai que Desmond Bane pour moi c'est Klay Thompson. On est sur le même niveau d'usage à peu près, on est sur le même profil de shooter Élite. excellentissime et élite, qui a une belle variété de shoot en plus et pas que du statique, qui est pas non plus hyper bon pour attaquer le panier, mais qui peut le faire un peu. On a les mêmes dimensions physiques à peu près sur un joueur très compact. Klay Thompson non plus n'a pas une envergure de bras si incroyable que ça. Mhm. On a aussi le côté défensif, on n'a pas trop parlé aujourd'hui, mais Desmond Bane est aussi un très solide défenseur. Alors, encore une fois, pas au niveau de Klay Thompson, mais dans le profil, quand on rassemble tous ces éléments, c'est vrai que pour moi, je vois le profil de Klay Thompson, pas au même niveau, mais le même package, les mêmes qualités apportées dans son ensemble, on va dire. Ce shooter, ce 3&D d'élite, finalement. Shooter d'élite qui a un peu de création balle en main, mais pas tant que ça, qui n'apporte pas non plus beaucoup de passing et beaucoup de valeur à la création au niveau de la passe, mais qui du coup est aussi un joueur assez propre et qui est très bon en termes de défense. Donc voilà, est-ce qu'il atteindra le niveau de Klay Thompson? Je sais pas, je pense pas, c'est pas probable, mais en tout cas sur le profil, moi je suis plutôt sur ce profil-là, et c'est vrai que le nombre de ressemblances est assez frappant. Est-ce que je t'ai pas choqué? Ça va? Non, ça va. De toute façon, c'est vrai que en y regardant même quand tu regardes le footwork hein, pour aller sur les 3 points voilà enfin Klay Thompson, c'est vrai que Klay Thompson au début de sa carrière il avait en termes de volume entre guillemets à 3 points, c'est quelqu'un qui faisait pas mal de step-in, du coup qui après ses feintes qui allait aller faire mettre un pied entre guillemets devant la ligne à 3 points pour prendre un long 2 qui rentrait quand même avec une certaine réussite, et on a vu au fur et à mesure qu'il a développé son footwork pour pouvoir faire des flybys ou par exemple faire les adversaires passer à côté et lui se décaler légèrement, et ça les ressemblances sont vraiment très frappantes avec Desmond Bane de ce côté-là. Et si je te dis le backcourt du futur pour les 10 prochaines années, c'est Ja Morant à la création et à côté un role player de luxe avec Desmond Bane, ça va, je suis pas trop dans l'erreur. On peut être sur ce genre de carrière, clairement. C'est-à-dire titulaire dans une très très bonne équipe. Clairement. On peut passer à un autre jeune joueur de Memphis, quoique celui-là il est peut-être un peu moins jeune, mais ça va, il est pas non plus trentenaire ou quarantenaire. Et c'est un joueur que là je vais te laisser pas mal la main. Moi je l'ai moins vu, mais toi en tant que fan de Memphis tu l'as vu beaucoup plus. C'est John Conchar, GT. Qui a 25 ans. Comment? GT pour les intimes. Ouais, 25 ans, non drafté en 2019.
qui a fait 4 ans de fac dans une toute petite fac qui s'appelle Purdue Fort Wayne, Yes. dans une conférence qui fait partie de la première division NCAA, donc c'est quand même pas mal, mais c'est clairement pas une conférence qui est sur le devant de la scène, c'est pas un niveau de compétition qui est très élevé, et donc il arrive non drafté à Memphis, encore une fois sans doute le bon travail du front office de Memphis en termes de scouting et en termes de capacité à aimer les joueurs hipsters, en tout cas à bien les repérer. Et donc, vas-y, je te lance. Hein. Je pense que beaucoup de gens ne connaissent pas qui est Conchar. Qu'est-ce que tu apprécies particulièrement chez lui? John Conchar, c'est un joueur qui est arrivé un peu en tant qu'analytics darling, du coup depuis sa petite fac. C'est un joueur qui a été qualifié d'excellent rebondeur pour sa taille et de fake good shooter. C'est-à-dire que c'est un joueur qui avait de bons pourcentages, mais à qui il manquait de volume et de la diversité. Et en fait, c'est depuis son arrivée à Memphis, donc c'est quelqu'un qui est arrivé à Memphis dans un premier temps, sa première saison, il était sur un two-way contract. Et du coup, son two-way contract s'est transformé depuis en contrat de 4 ans avec l'équipe. Et globalement, John Conchar, en fait, c'est pour moi, c'est un très très fort rebondeur. C'est un joueur très intelligent, très cérébral. C'est un joueur qu'on va plus qualifier pour moi de connecteur. Donc c'est pas quelqu'un qui va garder beaucoup la balle en main. Sur ses premières années à Memphis, on l'a essayé un peu en tant que backup meneur où il devait prendre des décisions et ça n'a pas du tout marché. Et là, il a été un peu dans un poste hybride, un peu à la celui des Pelicans, l'arrière des Pelicans qui joue à Villanova, Josh Hart. Ah oui. Voilà. Un peu à la Josh Hart, très très fort rebondeur, joueur très intelligent pour aller notamment voler les ballons lorsque l'intérieur adverse ne remonte pas la balle et qu'il est dans les parages. C'est un joueur qui a des mains très actives. Par contre, c'est un joueur qui va être limité physiquement, même s'il est capable de belles claquettes and dunk et qui est capable de monter entre guillemets au panier. Mais c'est un joueur qui va être limité athlétiquement, notamment sur les déplacements latéraux et qui va pas être non plus un très fort stopper défensif. Donc c'est un joueur qui dans le côté playmaking défensif et défense loin du ballon va prendre des bonnes décisions, mais qui parfois aura des difficultés à bien réaliser les actions par problématiques physiques. Ouais, j'avais noté ça aussi. Je trouve que c'est un excellent défenseur de positionnel, j'ai envie de dire. Je les appelle un peu comme ça. Quand tu me dis un défenseur intelligent qui voit les actions, qui est en bonne position, mais qui n'a pas la longueur de bras ou la taille pour faire les actions. Moi, je pense à Luke Kennard, par exemple. Oui. Parfois Stephen Curry aussi, qui est très intelligent et qui est dans les bons spots, mais qui parfois est trop petit, hein, ce genre de joueur. Donc c'est vrai. Après, il est quand même un peu plus grand que ces joueurs-là que j'ai cités, hein, Kennard ou Curry. Il est quand même à 6'5 avec des bras de 6'7. Ouais. Donc ça va, c'est plutôt pas mal. Mais c'est vrai qu'on parle, sa valeur pour l'instant, elle est beaucoup défensive. J'ai l'impression, avec, comme tu dis, cette intelligence défensive. Je crois que c'est il y a quelques jours là où il a fait une performance à 15-17. Ouais, 15-17. Ouais, c'est ça, hein. 15,17 rebonds. Ouais. 17 rebonds, carrément. Et plutôt pas mal passeur aussi. Oui. Plutôt pas mal, comme tu dis, alors pas forcément de la création pure de haut niveau. Oui. J'aime beaucoup le terme que tu as employé, un connecteur, que j'aime pas mal utiliser aussi. Mais c'est quelqu'un qui était décrit, je suis allé un peu retrouver les articles, comme très intelligent, faisant toujours la bonne passe, la bonne action, qui a un peu plus géré de responsabilité dans sa fac sa dernière année, qui en est ressorti avec plus de 5 passes de moyenne par match, qui était plutôt pas mal. Après, c'est vrai qu'au niveau de son potentiel et de quelle va être sa carrière NBA, je pense que ça va être lié évidemment à sa capacité à être un scoreur. C'est ce qui va un peu déterminer dans quelle région de l'éventail de carrière il va atterrir. Et c'est vrai que là-dessus, pour l'instant, il est plutôt efficace actuellement en NBA. Mais c'est vrai que il y a un problème, c'est au niveau des drives, et c'est pas quelqu'un non plus qui va beaucoup chercher de drive et de panier dans la peinture. Et c'est vrai que au niveau du jump shot, comme tu dis, on n'est pas sur quelqu'un qui a un relâchement très rapide, ce qui peut poser problème. Mais mine de rien, l'efficacité, elle est là quand même. Il est sur une bonne série là, sur la série de victoires là, sur les 15-16 derniers matchs, il a shooté à peu près 60% à 3 points. Donc c'est quelque chose qui est pas, pour moi, c'est quelque chose qui est pas durable. Enfin là, on est vraiment au-dessus de oui, bien sûr, ce qu'il peut produire. Et malheureusement, c'est quelqu'un qui a pas une autre menace pour être efficace que ça.
Donc C'est du ça, coup, ouais. quand ça va descendre, peut-être que son rôle et son apport offensif sera totalement diminué. Au niveau de la saison, on est à 42% sur à peu près 120 tentatives, ce qui est encore un échantillon assez petit, donc on peut dire, 42%, est-ce que vraiment on peut le prendre en compte? Mais par contre, si on va voir son pourcentage en NCAA, on est sur 450 tentatives et on est aussi à 42%. Oui. Donc, je pense que le shooter fiable, on l'a. Je suis pas sûr que ce soit plus qu'un shooter de spot-up ou un shooter de spacing basique. Oui. Mais clairement, en tout cas, ça reste à suivre parce que c'est vrai que ce genre de joueur, c'est pas le. Je pense pas qu'il va faire une carrière très linéaire en ayant beaucoup de temps de jeu dans plein d'équipes. Mais c'est vrai que c'est le genre de profil qui, je pense, dans les bons contextes, au bon moment, aux bons endroits, peut sortir des saisons de role-player très très valuable. Je sais pas comment tu vois les choses, toi. Un peu à la Pat Connaughton, quoi, dans vraiment ça, genre de contexte. Ouais. Exactement, ouais. Et qui, parfois, d'autres contextes, le coach, il va avoir besoin d'autres choses, donc il le fera moins jouer. Oui. Mais parfois, quand on a besoin de lui, il peut être là. Et c'est vrai que le combo shoot et intelligence de jeu est plutôt pas mal en défense. Oui. Ça va, comme tu dis, rebond aussi dans la défense. Ça peut assurer quelques minutes. Est-ce que ce sera une part du projet? Je suis pas sûr. Mais en tout cas, ça peut être un role-player qu'on retrouve par-ci par-là et qu'on aime bien citer ou avoir dans son équipe. Ça, c'est sûr. Du coup, au niveau des comparaisons, juste pour finir, moi, j'y avais pas pensé, mais comme tu as dit le mot de connecteur, moi j'ai pensé à PJ Dozier, du coup. Oui. Mais sinon. je vois très bien. Sinon, j'avais pensé. Alors, ça m'a posé un peu de problème parce que il avait du shoot que certains n'ont pas quand ils sont bons défenseurs et vice versa. Mais j'avais Greivis Vasquez, pardon. Oui, je vois. Des Pelicans qui est passé par Memphis, qui envoyait des alley-oops à Darrell Arthur. Et c'est pas lui qui met le tir en 2013 contre Oklahoma Steel, le match en 3 prolongations 2011 Non, 2011 peut-être. Oui, je crois que c'est lui. C'est ça, ouais, il me semble. Bon, bref. Greivis Vasquez aussi, qui était un peu cet arrière, enfin meneur arrière très très massif et plutôt aussi très intelligent, même si limité par son physique. J'avais aussi du Malcolm Brogdon, mais quand il était rookie, ou en tout cas quand il était très jeune, il avait un peu ce rôle-là. Ensuite, il a pris beaucoup plus de responsabilités à la création, etc. Mais le Malcolm Brogdon des débuts, je trouve qu'il ressemblait un peu dans ce côté shoot et intelligence de jeu et défense. Oui. Et voilà. Je sais pas, quelle est toi ta comparaison que tu avais trouvée? Du coup, moi j'en avais deux. Alors, pour ceux qui s'en rappellent, Landry Fields de New York et je pense que les fans de Toronto ne veulent pas se rappeler de Landry Fields. L'homme qui était considéré intransférable lorsque New York essayait d'avoir Carmelo Anthony. Oui. Incroyable. Incroyable. Bon, Landry Fields du coup, et j'avais aussi le jeune Desmarais Carroll, celui d'Utah. À l'époque, avant qu'il arrive du coup Hawks, quand il était à Utah, c'était vraiment un joueur plutôt longiligne, vraiment connecteur, bon au rebond, avec des capacités au shoot qu'il a après développé arrivé à Atlanta. Quand on parle de Desmarais Carroll, moi je pense toujours au fait, alors la saison à 60 victoires à Atlanta, évidemment, en 2015, il fait partie du 5, mais c'est le seul du 5 qui n'est pas All-Star Game. Oui. Sachant qu'il y en a certains, genre, Kyle Korver, Jeff Teague, est-ce qu'ils méritaient leur place? Non. Est-ce qu'on leur a donné pour le bilan des victoires, etc.? Oui. Mais je pense toujours à Desmarais Carroll qui s'est dit, et moi, pourquoi moi j'y suis pas, quoi. Mais c'est lui qui a pris le plus gros contrat derrière à Toronto, hein. C'est vrai. Qui a été un peu décevant, malheureusement. Ouais, à cause des blessures. Mais d'ailleurs, je dis ça, mais en plus, il avait été joueur du mois. En fait, c'est de l'équipe, je crois. L'équipe avait été. Exactement. Et en fait, c'était ça, malheureusement, le biais, puisque c'est arrivé, je crois, au mois de janvier. Ouais, pendant les sélections All-Star Game. Tout à fait. Ils ont mis 4 Hawks. On s'est retrouvé avec Kyle Korver, Jeff Teague. Et le joueur du mois de janvier 2015, je crois que c'est le 5 de départ des Hawks. Des Hawks, qui d'ailleurs, est-ce que c'est intelligent de dire ça, sachant qu'il y avait aussi un banc qui pouvait se dire, et nous? Oui. Bon, bref, Desmarais Carroll. Passons à notre joueur, cette fois un peu cocorico en plus. On peut parler de Killian Tilly dans ces fameux jeunes intéressants de Memphis, même si c'est vrai que pour l'instant c'est celui qui a montré le moins.
mais je voulais quand même un peu avoir ton avis sur lui. Alors, mine de rien, c'est quelqu'un qui a été non drafté en 2020, mais c'est quelqu'un, moi, je me souviens que ça fait... Pendant longtemps, il a eu une assez belle cote. Il était à la fac de Gonzaga, et le problème, c'est que l'année où Gonzaga est très fort, notamment avec Brandon Clark, lui, il se blesse. Sa cote chute un peu. Il revient ensuite pour sa dernière année, mais c'est pas autant que son année avant la blessure. Voilà. Qu'est-ce que pour l'instant à Memphis, il a pas non plus un temps de jeu énorme. Il y a certains matchs où il joue pas, etc. Il a aussi, peut-être on va en parler, un profil imparfait, on va dire. Qu'est-ce que toi sont tes premières impressions de Killian Tillie, et qu'est-ce que tu penses du coup du futur potentiellement pour lui en NBA? C'est un joueur qui du coup qui est un peu dans la rotation, un petit peu derrière Gonchar. Malheureusement pour lui, il a une position où il y a énormément de monde devant lui dans la rotation. Tu peux rappeler sa position d'ailleurs? Alors c'est un joueur qui va jouer, j'aime pas vraiment dire ça puisque ça a changé, mais c'est plutôt 4-5. Maintenant il peut dépanner sur le poste 5, et il peut même jouer au poste 3 un peu à la Lauri Markkanen. Dans des three big line-up entre guillemets, avec Jaren Jackson ou avec Tillman, et aussi Brandon Clark, dont on parlera un petit peu plus tard. Mais c'est un joueur qui était plutôt connu pour son shoot en NCAA, et comme tu l'as dit, son avant-dernière saison en NCAA avec Brandon Clark, il y avait aussi l'avènement de Rui Hachimura. Exactement. Qui a été drafté du coup lui aussi par les Wizards. Et en fait, lui, depuis son arrivée à Memphis, je trouve que c'est un joueur qui a énormément progressé sur l'aspect défensif. Alors même si par exemple au niveau du shoot cette saison ça tombe pas forcément dedans pour lui, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup progressé dans l'agressivité avec laquelle il va faire les choses sur le terrain. Il est moins dans l'hésitation. Par exemple, quand il doit attaquer le panier, en fait il est vraiment très agressif. Il est en premier pas vraiment très incisif. Quand il shoot, là, cette saison, j'ai l'impression que c'est un joueur qui ne réfléchit pas. Après, il est très surprenant défensivement. On le voit, par exemple, lutter face à des intervenants un petit peu plus gros, des fois, quand il joue au poste 5, notamment pour éviter de se faire seal. C'est quelqu'un qui... peut-être sur le périmètre, pour moi, je trouve il est un peu limité. C'est pas quelqu'un qui peut switcher avec aisance, mais c'est quelqu'un qui se bat bien par rapport aux joueurs de sa taille. C'est quelqu'un qui est plutôt teigneux, vraiment. C'est vraiment le défenseur teigneux. Alors, il peut être tenté de provoquer des fautes, puisqu'il défend énormément avec les bras, mais c'est un défenseur qui, je trouve, intelligent, et c'est un défenseur qui a beaucoup progressé par rapport à sa première saison. D'accord, donc ça c'est très très intéressant ton avis, parce que comme en plus il joue que des bouts de match, tout le monde ne voit pas forcément ces choses-là. Donc c'est vrai que tu nous dis plutôt quelqu'un qui a fait pas mal d'efforts et qui joue plutôt avec une bonne intensité, mais qui est limité par ses capacités physiques en fait, finalement. Ou alors c'est vrai qu'on l'a pas trop décrit. Tu m'arrêtes si je me trompe. C'est quelqu'un de plutôt longiligne et pas non plus hyper costaud pour son poste, pour les standards des postes intérieurs. Ça, ce serait physiquement, ce serait le stretch fort un peu. J'aime pas ce terme, puisque c'est un joueur qui est quand même athlétique, mais ce serait plutôt la morphologie du stretch fort non athlétique. Ouais. Peu, plutôt vif que explosif en fait. Voilà, c'est ça, exactement. Ouais, plutôt vif que explosif. Je crois qu'il a pas non plus une envergure de bras énormissime, donc ça l'aide pas non plus à compenser de ce côté-là. Et du coup, alors toi, tu dis que même dans un système en switch, du coup, ça peut aussi poser problème, parce que ça peut manquer parfois de mobilité ou d'explosivité, justement, face à des arrières plus rapides, ou face à au contraire, face à des ailiers plus costauds finalement. C'est vrai que c'est un joueur qui est assez intelligent, notamment sur les angles défensifs. C'est-à-dire que s'il a des joueurs qui sont plus rapides que lui, il va proposer des angles qui sont plutôt intéressants pour lui permettre de défendre avec sa longueur et avec sa taille. Il sait comment orienter pour bien affecter l'action. Voilà, c'est ça. Le problème, c'est que parfois, quand il tombe sur des joueurs qui sont... pour moi, il a plus de mal avec des joueurs plus puissants que les joueurs rapides. Et je pense que c'est un joueur... les joueurs qui l'attaquent vont plus avoir tendance à essayer de lui shooter dessus que d'essayer de le contourner, même s'ils ont l'avantage de vitesse. D'accord, ok. C'est vrai que pour moi, ça va rester un peu la grosse question, si ce n'est la grosse limite finalement dans sa carrière, c'est à quel point est-ce qu'il peut sauver les meubles en défense finalement, parce qu'en plus sur un poste d'intérieur, comme on disait avec des Anthony Melton,
le poste d'intérieur, t'es amené à défendre beaucoup et à avoir beaucoup d'influence sur la défense. Donc plus tu es mauvais en défense, plus ça a de répercussions du coup sur ta valeur globale. Donc c'est vrai que s'il n'y a pas un niveau défensif suffisant assez haut, ça risque de coincer pour la suite de sa carrière. Et peut-être rapidement, tu peux nous décrire un peu son jeu d'attaque. C'est un intérieur plutôt vif, qui aime bien être dans le périmètre, qui a pas non plus un shoot de folie, c'est ça? Oui, en fait, je trouve que lui, par exemple, je trouve que son geste la propreté de son geste ne reflète pas en fait ses pourcentages. C'est un joueur, quand tu le vois shooter, en fait, c'est un shooter legit en fait. Il shoot avec confiance, il a une bonne technique. Je trouve que quelque chose dont on parle pas forcément beaucoup, c'est un joueur qui est capable de shooter sans forcément redescendre la balle quand il reçoit. Oui. Donc ça, c'est quand même ce qu'on appelle le intéressant. dip. Ah, tu m'apprends, je savais pas qu'on appelait ça comme ça. Mais tu vois, c'est quelque chose qui est hyper intéressant, notamment pour son profil. Et c'est un joueur qui, je trouve, dégaine plutôt vite. Hein. Donc c'est vrai que les pourcentages pour moi ne reflètent pas la qualité de shooter qu'il est. Ouais, pour l'instant, je crois qu'on est autour des 32% à 3 points. Ce qui est insuffisant malheureusement parce qu'il n'arrive pas à aller gratter de la valeur offensive ailleurs. C'est-à-dire que en plus, ça reste un joueur intelligent, mais c'est pas quelqu'un qui va te créer des actions sur de la passe et créer de la valeur comme ça. C'est pas quelqu'un qui va s'imposer en tant que finisseur intérieur de par sa puissance à faire du déblayage ou en apportant de la verticalité. Et donc finalement, c'est vrai que si le shoot est un peu limite, ça coince un peu, quoi. Ça coince un peu, mais après on continuera à suivre. C'est vrai que même son temps de jeu est assez irrégulier pour l'instant. Oui. Mais voilà, il y a quand même une fondation qui est assez intéressante, mine de rien. Si le shoot se confirme, je trouve, de cet intérieur, comme je dis, de intérieur de périmètre. J'aime bien cette expression. Oui, exact. Si le shoot se confirme, ça peut être assez prometteur, donc à suivre. Moi, justement, au niveau des comparaisons, alors malheureusement, c'est peut-être pas forcément très flatteur. Je pensais à un Trey Lyles, justement. Oui, je vois, oui. Qui était à Denver, à San Antonio et à Détroit cette année, et qui a un peu ce profil d'intérieur de périmètre, justement, qui est intelligent, qui a du handle, qui peut un peu tout faire, qui peut un peu shooter, mais pas très bien, qui peut un peu aller au panier, mais pas très bien, et qui a des limites défensives. Donc moi, je pense beaucoup à Trey Lyles, ou sinon j'avais Mike Scott. Ah oui, je vois, oui, Mike Scott. Mais encore que Mike Scott était, je pense, meilleur en défense plus costaud aussi du haut du corps, Mike Scott. Ouais, et même le shoot, il rentrait mieux. C'est-à-dire que le Mike Scott role player, en 3&D, finalement, il passait dans des bonnes équipes. Je suis pas sûr que le Killian Tilly, il joue beaucoup en playoff, en tout cas la version actuelle. Oui, qu'est-ce que toi tu avais en comparaison? Alors moi, en comparaison, j'avais Joel Freeland. L'intérieur de périmètre, comme tu le dis, puisque je trouve que l'expression est vraiment très bien trouvée. Un peu, quand il était à Portland, l'anglais quand il était à Portland. D'ailleurs, je me souviens pas qu'est-ce qu'il a fait après Portland. Je crois que c'était terminé, non? Oui, je crois il s'était blessé, puisque il y avait eu un projet où il allait le placer pivot, et je crois que il avait pris du poids et tout ça, et puis finalement il avait perdu un peu tout ce qu'il faisait, en fait, sa force à l'époque. Ouais. Juste, on l'a pas dit, mais je voulais quand même noter le fun fact. Cette équipe de Gonzaga, mine de rien, 2019, il y a 7 futurs NBA dans cette équipe. Incroyable. Ce qui est vraiment incroyable. On est du niveau de Kentucky des grandes années. Tu sais, les générations des Marcus Cousins, John Wall et tout, ou la génération Anthony Davis. On avait du Rui Hachimura, donc tu l'as dit. Brandon Clark, c'était sa saison de révélation. Zach Norvell, également. Il est au Wall ou Zach Norvell? C'est pas Noël, c'est Norvell. Zach Norvell, je ne sais plus par où il est passé. On avait donc Killian Tilly, Joel Ayayi également dans cette équipe, et également Corey Kipster, qui n'avait pas encore explosé complètement cette année-là à Gonzaga, mais par la suite. Mais bref, pour une fac qui n'est pas non plus une grosse écurie de la NCAA, je trouvais ça assez remarquable d'avoir 7 futurs joueurs NBA dans son effectif. Ça n'arrive pas tous les jours. On peut passer à la suite. Est-ce que j'en ai oublié?
Il en reste 3. Alors, il y a c'est ça. Hein. Zaire Williams. Exactement. C'est celui que j'ai oublié. Alors. C'est Zaire Williams. Ouais. On peut passer du coup à Zaire Williams. Effectivement, je reprends mes notes du coup que j'avais oublié. Zaire Williams, donc, qui a été drafté récemment, 10e pick de la draft 2021. Alors peut-être, on va peut-être faire un peu plus vite sur lui, vu qu'on n'a pas non plus beaucoup vu, quoique je vais te laisser parler, hein, mais évidemment, tu diras tout ce que tu as envie de dire, bien sûr. Mais c'est vrai que moi, tu vois, moi pour le coup, j'avais pas du tout suivi la draft 2021, pas du tout cette année. Et la première fois que je l'ai vu à Memphis, j'ai dit ah ben tiens, il a quand même de très très bons atouts. Ouais, ça se voit qu'il y a du talent, quoi. Putain, il a été drafté où? Et en fait, je me suis rendu compte qu'il a été drafté 10e. Donc effectivement, le talent était là. Et surtout, je me souvenais de lui parce que un an avant, je me souvenais que c'était un des meilleurs lycéens du pays. Je crois que selon les classements, ça dépend, mais en gros, il était 8e chez ESPN un an avant qu'il fasse son année NCAA. Donc, on est sur une recrue de très très haut niveau, en tout cas en termes de talent pur, selon les classements de lycéens, évidemment. On est sur un joueur ailier très très grand de 6'9 de haut, avec aussi des plutôt bons bras de 6'10, qui a fait une seule saison à Stanford, à la fac de Stanford, qui est pas non plus une très grosse fac. Je pense qu'avec son pedigree, il aurait pu aller ailleurs. Mais mine de rien, 28 minutes par match dans cette fac pour un freshman, c'est quand même pas mal. Et donc, premières impressions à Memphis, Tom, c'est que il est dans la rotation. Oui, il est dans la rotation. Alors pour moi, je trouve que ces minutes dans la rotation en première partie de saison n'étaient pas méritées. Je pense que c'était des minutes qui étaient liées à son statut de top 10 de draft, puisque pour moi, des joueurs comme Kyle Anderson, voire même John Conchar, sont meilleurs que lui, et je pense qu'il profitait aussi de l'absence de Dylan Brooks pour pouvoir gratter quelques minutes. Oui, clairement. C'était absent suite à un problème à la main, et il grattait comme ça des minutes par-ci par-là à l'aile. Alors moi, Zaire Williams, c'est un joueur qui en suivant sa draft, il faut savoir que Memphis a monté un trade pour le récupérer, du moins pour aller à la position où il aurait été disponible. Donc ils sont pas montés forcément pour lui, mais ils sont montés à une position où ce joueur-là aurait été disponible. Et tu sens que c'est un pari sur le grand ailier que l'équipe cherche depuis très longtemps, puisque il y a eu des tentatives auparavant avec notamment Justice Winslow, il y a eu une tentative là avec Jared Culver. Donc tu sens que l'équipe cherche un grand ailier playmaker avec du toucher. Est-ce qu'on remonte à Jordan Adams ou pas? Ah, Jordan Adams. Toi-même tu sais. Oui. Tu vois, tu sens qu'il y a eu là cette recherche-là. Alors moi, ce qui m'a surpris en fait sur lui offensivement déjà, c'est la fluidité du joueur, sa capacité en fait à être. On a parlé de vivacité et d'explosivité et du manque d'explosivité par exemple de TD. Mais Zaire Williams, lui, c'est quelqu'un qui est très vif et très rapide. Vraiment très rapide. Des fois, j'ai l'impression de voir un grand Malik Monk. Enfin, vraiment, un grand Malik Monk, c'est vraiment très très réactif, très sur ressort. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui lui joue des tours défensivement, puisque quand il prend une feinte, il compense tellement qu'au final, il se met lui-même hors de l'action, puisqu'il est trop réactif et trop vif, pardon. Passons. Mais en tout cas, offensivement, c'est un joueur qui m'a surpris par un peu sa qualité de toucher et les angles avec lesquels il arrive à attaquer le panier, notamment en pré-saison. Par contre, c'est un joueur qui est cantonné au strict minimum aujourd'hui, c'est-à-dire aller prendre des 3 points dans les corners, et lorsqu'il est en tête de raquette, faire une feinte de shoot, essayer de se rapprocher de l'ongle à mi-distance et essayer de déclencher par-dessus son défenseur, puisqu'il n'a pas encore aujourd'hui le handle et les capacités physiques pour prendre de vitesse ses adversaires balle en main. C'est vrai que comment dire, aujourd'hui tu dis qu'il a peu de responsabilités, c'est vrai, et c'est un peu entre guillemets dommage quand on sait que voilà, c'est un ancien lycéen star qui du coup a sans doute pas mal de ballons, qui a été drafté très haut, mais en même temps s'il joue, enfin il a pas de responsabilité, mais il joue déjà dans cette équipe, et il a déjà un rôle, et pour le coup c'est vrai que ça arrive assez souvent. Moi je me souviens notamment de Paul George, qui avait été drafté aussi 10e il me semble en 2010, et qui sur ces 2 ou 3 premières années, les 2 premières notamment, avant d'exploser la 3e, Paul George c'est un role-player défensif, et je trouve que au contraire c'est plutôt un bon signe de voir que quelqu'un qui est plutôt étiqueté talentueux à la base arrive à s'inscrire dans une équipe en tant que role-player défensif, et notamment même dans une équipe comme Memphis aujourd'hui, qui est une très très bonne équipe. C'est pas seulement que
il a des minutes dans une équipe moyenne. Là, Memphis, ça joue bien, quoi. Et Mhm. c'est vrai que, du coup, il y a un peu ce truc que je trouve assez rassurant sur ce côté je gagne ma place de la bonne manière, entre guillemets. Enfin, tu vois ce que je veux dire, mais Oui. dans une équipe compétitive, je trouve ça pas mal. Après, c'est vrai que peut-être qu'il y a aussi une partie de on lui donne du temps de jeu parce que il a une valeur, on a investi, c'est son statut de très haut choix de draft, donc on va essayer de le faire jouer. Oui. Et ça me choquerait pas non plus que ce soit un peu ça, hein, c'est normal, quoi, c'est assez logique. Mais de l'autre côté, c'est vrai que pour l'instant, l'efficacité n'est pas là du tout. En tout cas, la production offensive n'est pas trop là. Clairement. Mais je veux pas trop juger pour l'instant, même si quand on voit sa saison NCAA, c'était pas non plus une saison de production offensive de dingue. Mhm. Donc il est peut-être pas si fort que ça. Mais c'est vrai que pour l'instant, il montre pas beaucoup, mais on est que à la moitié de sa saison rookie. Voilà, je pense qu'on peut être un peu indulgent, mais j'aimerais bien par la suite voir un peu plus, peut-être avec dans des secondes units un peu plus de création balle en main, voir s'il est capable ou pas, ou si ça peut être simplement le role player, peut-être finisseur qui joue avec des créateurs, ou est-ce qu'au contraire il peut endosser lui-même un rôle de créateur. Ça va être un peu ma question, mais c'est vrai que la mécanique de shoot elle est plutôt pas mal, même s'il y a quelques petites irrégularités par-ci par-là. Je m'interroge un peu plus sur le toucher de balle et sur à quel point il peut être un bon shooter fondamentalement, à quel point il a de l'adresse pure. Mais bon, je pense que c'est des questions pour plus tard, ça. Et mine de rien, ça j'avais noté aussi, l'efficacité, tu vois, elle est pas trop là pour l'instant. J'avais noté, ouais, il doit être à 26% à 3 points. Quelque chose Mais comme ça. mine de rien, le coach appelle quand même des systèmes pour lui, pour des shoots pour lui. Oui. Et c'est quand même plutôt bon signe. Si vraiment c'était un mauvais shooter, on va pas lui appeler un jeu en sortie d'écran, une action en exit ou ce genre de truc, quoi. Mais Et lui, il en reçoit. Oui, ben en fait, c'est vrai que il en reçoit et puis je trouve que, enfin, il y a des choses ok, il a des shoots qui sont un peu faciles dans les coins, mais des fois il y a des actions un peu sorties de horn où il doit tenir la balle et puis tirer, mais ça c'est, enfin, pour moi, enfin, ok, c'est un joueur qui, enfin, quand tu le regardes shooter, tu sens que c'est quelqu'un qui est quand même un peu un shooter. C'est pas, tu vois, enfin, en termes de volume, parce que, enfin, moi, ce que je regarde des fois en regardant les shooters, c'est plus que les shoots qu'ils mettent ou qu'ils prennent, c'est les shoots qu'ils refusent. Et en fait, c'est un joueur qui, même dans des situations difficiles, ne refuse pas le shoot. Donc c'est quand même, comment dire? C'est bon signe. Voilà, c'est quand même bon signe. C'est le signe d'une certaine confiance en soi. Oui, parce qu'un vrai mauvais shooter, il les prendrait pas forcément. Il les refuserait peut-être parfois ces tirs-là. Et puis voilà. C'est vrai que il ferait une Mo Harkless. Oui, on va le faire au Camino. Oui. On embrasse Portland évidemment. Non, mais même au niveau des lancers francs, on est à 80% au lancer franc, ce qui est plutôt un bon indicateur, hein, quand même, qu'on est sur du bon shoot. Après, sur le reste de l'attaque, moi, gros point d'interrogation sur le passing et sur la création, mais parce qu'on n'a rien vu. L'autre aspect, c'est que pour l'instant, il est encore très timide, pour ne pas dire mauvais sur drive, mais aussi parce que je pense qu'il n'est pas encore mature physiquement. Mais c'est vrai que je pense que pour passer de role player à créateur un peu plus majeur, en tout cas en NBA, un rôle de titulaire, etc., quelqu'un qui peut se créer son tir, il va falloir un peu plus de choses au niveau de la pénétration et du drive, et peut-être que effectivement ça viendra avec un physique un peu plus adapté en termes de puissance, mais tu sais, avec la puissance, il faut aussi avoir une bonne coordination, un bon équilibre, un bon contrôle du corps, etc. Donc ça, c'est vrai qu'il est encore très très jeune, à peine 20 ans, donc on verra, mais effectivement, comme tu disais, la charpente de base à remplir, pour l'instant elle n'est pas encore remplie, mais elle est très belle à remplir, quoi. S'il arrive à la remplir, un ailier de 6-9 de haut avec de tels bras, et s'il acquiert une bonne masse musculaire et un bon contrôle du corps, etc., ça peut être très très bien, et au niveau même de la finition au panier, avec de tels bras et sa vivacité, ça peut donner de très bonnes choses. On a parlé aussi un peu de son potentiel défensif qui est très sympathique aussi, même si tu as mentionné les erreurs de jeunesse, on peut appeler ça comme ça, un peu. Oui, un peu un syndrome d'aimant à écran. Oui, et plus généralement le syndrome aussi
du mec qui toute sa vie a été plus grand que la compétition au Oui. lycée et qui aujourd'hui se rend compte que, comme tu disais, hein, tu peux pas juste te reposer sur le fait que tu vas te rattraper ensuite. Exact. En NBA, t'as pas le droit à l'erreur, il faut juste rester en position parfois et pas sauter partout Exact. en se disant je suis assez grand pour compenser. Mhm. Ce qui nous amène du coup aux comparaisons. Je te laisse prendre la main pour nous dire tes comparaisons du coup. Alors en comparaison par rapport à son style de jeu, attention, je parle pas du niveau de jeu, mais je parle du type de profil. Alors j'avais en comparaison haute plutôt quelque chose comme Michael Redd, avec justement pas mal de prédisposition à prendre des shoots difficiles en allant à droite ou à gauche. Et j'avais en comparaison plutôt basse, mais vraiment c'est-à-dire que il y a énormément de matériel, mais que si ça ne se matérialise pas, on peut être sur du Perry Jones 3. Oula, on est sur du gros talent ça. Oui. Perry Jones, si vous ne connaissez pas, je pense qu'il va passer dans notre série Pourquoi j'avais tort, hein, Perry Jones. Mais en gros, hein, pour vous résumer, si vous connaissez pas, ancien futur premier choix de la draft, gros phénomène lycéen, très athlétique, mais qui finalement n'a rien donné. Effectivement, alors moi sur les comparaisons, j'étais peut-être un peu plus optimiste, ou en tout cas j'ai essayé de voir peut-être le meilleur scénario possible, ou en tout cas des scénarios optimistes. J'avais Otto Porter, mine de rien, parce que si on reste un peu sur ce profil shooter et défenseur et que le profil physique longiligne ne s'améliore pas et donc le drive ne s'améliore pas, ça ressemble beaucoup à du Otto Porter, mine de rien, dans les bonnes années à Washington. Et d'ailleurs Golden State, là, il est c'est de nouveau des bonnes années. Et après, je sais pas à quel point on peut avoir du Nico Batum ou du Chandler Parsons, un peu cet ailier grand, de très bonne taille, avec de longs bras, intelligent exactement. Mais le problème, c'est que pour passer dans cette catégorie de Otto Porter jusqu'à Nico Batum et Chandler Parsons, comme je disais tout à l'heure, c'est à quel point est-ce que le playmaking et la création balle en main et le passing va être bon ou pas. Pour l'instant, on sait pas trop. D'après ce qu'on a vu en NCAA, on n'a pas vu beaucoup. Mais c'est vrai que je pense qu'on peut être sur un profil comme ça, donc un profil, mine de rien, très très intéressant. Clairement. On peut donc passer à l'avant-dernier. Un joueur qui... alors justement, je suis très intéressé d'avoir ton avis. C'est Xavier Tillman. C'est un joueur que je n'avais pas inclus dans mes All-Hipster Team en début d'année, mais pas parce qu'il n'était pas bon, et pas parce qu'il méritait pas, mais parce que je l'avais pas assez vu, donc je me jugeais pas pertinent de parler de lui pour ne pas l'avoir assez vu. Mais c'est vrai qu'on parlait des joueurs un peu hipsters. Clairement, Xavier Tillman fait partie de ces joueurs que les hipsters du draft Twitter, voire même du NBA Twitter, adorent, et même adoraient à l'époque de sa fac. Xavier Tillman, donc intérieur de 23 ans, poste 4-5, ça dépend, je pense ça peut être un peu les deux. 35e choix de la draft 2020, qui est à 18 minutes par match cette année. L'an dernier, il était à 22. Ou je dis des bêtises, non pardon, je lis mal mes chiffres, je recommence. Il est à peine à 13 minutes cette année, alors que l'an dernier, il était à 18. Donc son rôle a peut-être un peu réduit cette année, donc peut-être explique-nous pourquoi est-ce que son rôle s'est un peu réduit, et plus généralement, qu'est-ce que tu penses du coup de ce joueur? Alors je pense que son rôle s'est un peu réduit tout simplement parce que il y a énormément de monde à son poste, et puis cette saison, Brandon Clark est bien meilleur qu'il était l'an dernier. D'accord. Ok. Et puis le retour de Jaren Jackson peut-être joue aussi. Le retour de Jaren Jackson, le fait qu'il joue pas mal de minutes au poste 4, que Kyle Anderson joue des minutes également au poste 4, qui est aussi quelques minutes pour TD, des associations avec justement Brandon Clark en poste 5 et Jaren Jackson en poste 4 et vice versa. Donc du coup tout ça fait que Tillman, alors de nuit à nuit, son temps de jeu sera assez fluctuant. Par contre, il y a des adversaires contre lesquels il verra beaucoup plus le terrain que d'autres. D'accord, ok, donc ça peut dépendre des match-ups. Voilà, c'est ça. Mais c'est vrai que c'est pas forcément qu'il manque de talent ou que son niveau n'est pas bon, mais c'est juste qu'il y a peut-être parfois un embouteillage de bons joueurs dans la raquette de Memphis, d'autant plus, comme tu dis, si parfois on essaie de décaler des postes 3 pour du spacing. Et donc, du coup, qu'est-ce que toi, tu apprécies chez ce joueur, ou alors est-ce que tu l'apprécies tout court, d'ailleurs, je t'ai pas posé la question.
Oui, moi c'est un joueur que j'aime beaucoup. C'est un joueur qui incarne le calme et la sérénité, notamment pour les jeunes intérieurs. Il a tendance, notamment pour les jeunes intérieurs, à déjà ne pas être bon défensivement. Et lui, c'est quelqu'un qui est très bon défensivement, qui se trompe très rarement dans le type de couverture qu'il va appeler, notamment sur le pick and roll. C'est un joueur que je trouve très intéressant aussi dans les angles qu'il va offrir à ses défenseurs, notamment quand il y a quand il va jouer par exemple le drop et qu'il y aura un weak au niveau du porteur de balle. Donc il va proposer un angle qui va lui permettre de lui pouvoir contester entre guillemets, prévenir entre guillemets la pénétration sans forcément se découvrir si jamais il y a une passe pour pouvoir entre guillemets recouvrir et être capable de protéger l'arceau. Donc je trouve que c'est un joueur qui est très bon notamment sur la défense au sol, qui a une très bonne vitesse latérale, qui même si c'est pas le joueur le plus puissant, qui pour moi c'est un joueur qui joue physiquement un petit peu plus haut que sa taille. Et malheureusement, les limites de Xavier Tillman. Oui, autre bonne chose, qui je trouve qu'il a pas mal un bon passing game hein, pour un intérieur. Je trouve qu'il voit plutôt bien le jeu. Ouais. Et même s'il voit, il voit bien le jeu et il arrive à réaliser l'action, parce que c'est une chose de voir ce qu'il faut faire et de pointer voilà, de pointer les coéquipiers pour dire voilà, tiens, voilà, le joueur est là, fais-lui la passe. Et c'est une autre chose de réaliser la passe soi-même. Et lui, il est plutôt dans la deuxième catégorie. C'est très bien pour un intérieur. Malheureusement, je trouve que si, tu vois, si par exemple c'est un joueur qui faisait 10 centimètres de plus, je pense que c'est un joueur qui serait dans la course au défenseur de l'année. Ah ouais, tu penses que c'est Oui, à ce point oui, un problème? oui, je pense que sa taille peut le limiter, notamment pour, en fait, sur le type d'adversaire qu'on peut lui envoyer. D'accord, ok. Alors c'est vrai que, attends, je trouve ces mensurations, ouais, il est autour des 6-8 de haut, et alors avec quand même des bras de 7-2 Oui, de long. oui. Alors tu vois, moi j'avais pas du tout cette impression-là au niveau de la taille. Mhm. Je trouve que justement il tient plutôt pas mal. Après, Oui. c'est vrai qu'on n'est pas sur un calibre défenseur de l'année, mais une de ses forces effectivement c'est ça, c'est la défense dans son ensemble, comme tu l'as très bien décrit. Et je trouve que justement il y a un assez bon combo de, alors peut-être pas élite, là je te rejoins, mais de plutôt bonne qualité athlétique et notamment physique, mensuration physique. Mhm. Combo de ça avec, comme tu l'as dit, de l'intelligence de jeu et de savoir comment faire et quoi faire, savoir exécuter à peu près toutes les couvertures de Couverture, pick and roll, exact. voilà, soit du switch, soit Du edge, du edge, du drop, etc., exact. etc. Donc il est assez complet de ce point de vue-là. Je trouve que son envergure de bras, elle est quand même assez pratique Ouais, aussi. clairement. Aujourd'hui, on a parlé pas mal de joueurs avec une envergure négative en termes de différentiel taille à envergure. Et d'ailleurs, il y a Brandon Clark qui arrive juste après. Mais lui, pour le coup, il a un très bon bonus d'envergure de bras. Xavier Tillman, je trouve qu'il l'utilise pas mal. Bref, on est quand même sur un défenseur plutôt hyper intéressant. Mais du Clairement. coup, moi, ma question, c'est que ça, c'est peut-être la version théorique. Le côté taille, envergure, mobilité, intelligence, etc., qui peut faire la protection d'arceau, du pick and roll classique ou plus agressif, etc. Moi, ma question, c'est pourquoi est-ce que du coup, s'il est bon à ce point, est-ce qu'il est bon à ce point vraiment concrètement? Et si oui, pourquoi est-ce qu'il joue pas du coup? Ben, je pense que encore une fois, c'est un joueur de situation. Par exemple, c'est un joueur que, contre les Warriors, c'est un joueur qui joue. Pourquoi? Parce que le style de jeu des Warriors et ce que les Warriors ont à envoyer, c'est un joueur très intelligent, notamment quand il est entre guillemets couplé à la défense du coup la défense loin du ballon de joueurs comme d'Anthony Melton, la défense sur le ballon de Dillon Brooks et aussi la défense loin du ballon de Kyle Anderson. Mais en fait, contre des équipes contre les Warriors, t'as besoin de ce type de joueurs cérébraux entre guillemets, puisque les Warriors sont des équipes qui vont faire beaucoup de passes et qui vont essayer d'abuser mentalement les adversaires, c'est-à-dire profiter des erreurs de placement. Ouais, mais Alors, tu vois, ce genre de défenseur, comme tu dis, intelligent, s'il peut matcher avec le Warriors, pourquoi est-ce qu'il n'est pas utilisé tous les autres soirs et contre d'autres adversaires? Ça peut être intéressant, ça. Donc, est-ce que vraiment il est bon à ce point, ou est-ce qu'il est quand même parfois irrégulier? je pense qu'il est irrégulier et qu'il a aussi une problématique offensive, notamment au niveau de la Ok, finition, ouais. qui font que même si défensivement il t'apporte énormément, tu perds quand même pas mal offensivement. Et t'as aussi le fait que désormais Jaren Jackson Jr. joue de plus en plus de minutes au poste 5.
Ouais, avec pas mal de spacing. Voilà, c'est ça. Ok. Ouais, donc en fait, ok. Donc tu réponds à ma question. C'est situationnel. C'est pas que c'est pas forcément la défense qui est déficitaire, c'est aussi que il y a une question de son impact offensif et plus généralement des line-up que Memphis veut essayer de mettre en place aussi. C'est ça. Mais donc c'est vrai qu'on pourrait imaginer que s'il signe ailleurs dans un futur à court ou moyen terme, pourquoi pas l'imaginer avoir une vraie place dans une rotation d'une bonne équipe. Clairement. En tout cas, toi tu penses qu'il a le niveau défensif pour ça, ou en tout cas le potentiel défensif. On est d'accord. Pour moi, pour moi, il fait partie de la moyenne haute des pivots backup aujourd'hui en Ok. NBA. Ok. Oui, c'est plutôt bonne façon de. Surtout pour du jeu de playoff. Par exemple, c'est un joueur que je verrais très très bien dans le système de jeu de Miami. Effectivement. Mais oui. Voire même chez les Bucks. Ok, bah oui, c'est très intéressant. Ça nous aide bien à situer un peu ce niveau-là. Donc on n'est pas sur un défenseur de all defense, mais on est sur quelqu'un d'assez compétent. Et c'est vrai que pour le reste de son profil, finition intérieure assez intéressante quand même. Oui. Ça manque d'explosivité pure et peut-être de taille comme tu disais, mais on est sur un joueur qui non seulement a des très longs bras et ça aide, mais aussi pas mal de toucher de balle, pas mal de coordination, pas mal de puissance physique aussi, et qui a une plutôt bonne technique, donc qui est un bon finisseur intérieur, plutôt compétent aussi sur des post-up, mais aujourd'hui en NBA c'est plus trop utile. Je trouve que ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il est plutôt pas mal sur drive, notamment sur des match-ups face à des intérieurs plus lents. Il est capable d'attaquer depuis le périmètre, ce que ne font pas tous les joueurs de son calibre, de sa charpente. Donc ça c'est intéressant, mais c'est vrai que peut-être que ce qui le limite un peu actuellement, c'est le manque de shoot, peut-être. Malgré son apport défensif et malgré sa finition, c'est que le shoot il tarde un peu à venir. On est sur du 28% à 3 points globalement en carrière, si on prend les 2 saisons 2021-2022, et surtout indicateur au lancer franc, 63% cette année, ou en carrière NBA, pardon, 63% en carrière et 70% sur ces 3 années de fac. Donc l'un dans l'autre, on est sur un échantillon qui commence à être pas mal, et on a un indicateur des lancers francs qui nous dit que non, c'est pas trop un bon shooter, c'est pas un si bon shooter que ça. Donc finalement, en fait, ce profil défensif-là et ce gabarit-là, et même, tu l'as dit, hein, le côté passing qui est très très intéressant. Je trouve qu'il y a pas mal de choses hyper intéressantes en mouvement qu'il peut faire sur des short rolls, qu'il peut attaquer sur 2 dribbles, contre des close-out. Il prend des décisions très rapidement. Parfois, c'est très intéressant. Enfin bref, il a un profil qui est très intéressant et qui pourrait être sublimé par ne serait-ce qu'un shoot à 3 points correct. Clairement. Je pourrais très bien avoir Xavier Tillman en titulaire NBA avec sa défense, sa finition et son passing, et on va dire 34-35% à 3 points. Le problème, c'est que pour l'instant, ça y est pas trop, quoi. Ben c'est ça, c'est un joueur qui est un peu dans le moule de, je pense que c'est des joueurs que tu connais très bien, hein. Des joueurs comme Oshae Brissett, Freddie Gillespie, tu vois, un peu dans ce moule-là, ou un peu de l'intérieur hybride, qui est capable de faire pas mal de choses bien, mais qui manque un peu le swing skills pour passer à un niveau supérieur. Et c'est assez étonnant. D'ailleurs, tu parlais de Miami, il irait bien à Miami. Je trouve que c'est un peu une version bis, ou en tout cas similaire à Dwayne Dedmon. Qui a toujours fait pas mal de choses, très polyvalent, qui pouvait faire un peu de finition, un peu de shoot un tout petit peu, pas mal en défense, mais jamais rien d'exceptionnel, et jamais donc finalement un poste de titulaire impactant, quoi. Exactement. Et du coup, c'est assez étonnant. Ce qui est assez bizarre en fait dans la carrière de Tillman, c'est que par exemple, quand tu prends l'itération des Grizzlies reconstruits, c'est-à-dire le Grizzly Next Gen avec Ja Morant et Jared Jackson en patron, bah en fait, c'est lui qui a les actions entre guillemets les plus importantes pour l'instant dans le jeune run, puisque c'est lui qui offre du coup le 3 points dans le corner dans le play-in, et sur l'action d'après qui suit, il fait le contre entre guillemets sur Draymond Green. Donc il est vraiment un peu à mi-chemin. D'ailleurs, Draymond Green, c'est un joueur sur lequel il s'est un peu modelé, puisque c'est un joueur aussi de Michigan. Michigan State, ouais, c'est vrai. Michigan State, pardon, de Michigan State. Attention, oui. Je dis ça parce que sinon Draymond il va m'appeler. De Michigan State. Et en fait, on sent un peu la filiation dans le jeu. Alors, je j'irai pas jusqu'à dire que c'est un Draymond Green light, mais il y a quand même une certaine filiation dans la façon de jouer et l'intelligence de jeu.
Ouais, oui, je suis d'accord, même si c'est vrai qu'on est plutôt sur la version plus intérieure classique, j'ai envie de dire, que la version Draymond Green, plus de périmètre, je pense, en défense en tout cas. Et donc justement, moi, au niveau des comparaisons, moi j'avais trouvé, en gros, pour moi c'est le Derrick Favors des années 2020. C'est-à-dire, oui, je vois très bien, oui. Il va être aux années 2020 peut-être, ce que Derrick Favors a été aux années 2010. C'est-à-dire que Favors a été un peu à mi-chemin entre le pivot titulaire d'une très bonne équipe et en tout cas le titulaire un peu bon mais pas top d'une équipe, ou alors son backup de très très haut niveau. Très très haut niveau, oui. Et je trouve qu'il y a pas mal de similarités même d'un point de vue physique, où Favors n'est pas non plus un géant, mais il a une bonne taille, mais surtout de longs bras, donc ça colle plutôt pas mal avec Xavier Tillman. Favors a toujours eu un peu plus de mobilité que Rudy Gobert, en tout cas à l'époque. Maintenant, Gobert s'est beaucoup amélioré, mais à l'époque, c'était un peu sa carte à Derrick Favors, c'était qu'il avait un peu plus de mobilité, pas non plus pour faire des switches, mais pour aller dans le périmètre, pour varier un peu les couvertures défensives, un peu comme Tillman. Et puis le côté un peu finition intérieure, même si on l'a perdu au fil des années avec Favors. Je trouve que on a une ressemblance qui est assez frappante entre ces deux-là. J'espère qu'il aura une bien meilleure carrière que Derrick Favors, qui m'a un peu déçu malheureusement. Et sinon, en comparaison, j'avais aussi un joueur, un Taj Gibson peut-être en plus. Oui, je vois, oui, avec un petit peu plus de playmaking par exemple. C'est ça, ouais, peut-être un peu moins fort que Taj Gibson dans son prime défensivement, mais qui peut potentiellement faire plus de choses en attaque. Et en tout cas, je pense surtout à Derrick Favors et Taj Gibson dans le sens où, en tout cas dans l'éventualité où le 3 points ne vient jamais, quoi, finalement. Oui, je vois. C'est un peu dans ce sens-là. Qu'est-ce que toi, du coup, tu avais trouvé comme comparaison? Alors, comme comparaison, j'avais du coup Thad Young, mais la version Thad Young... je l'avais noté aussi, ouais. La version Thad Young un peu entre Minnesota et Philly. Oui. Pas le Thad Young qu'on a vu à Chicago, ou le Thad Young qu'on a vu à Indiana, qui pour moi était un joueur supérieur à Xavier Tillman, mais de très loin, mais vraiment le jeune Thad Young. Et j'avais aussi Ivan Johnson, qui est un joueur moi que j'ai bien aimé aux Hawks, un backup intérieur qui jouait d'ailleurs avec Mike Scott, backup intérieur un peu homme à tout faire. Un peu bon défensivement, bon rebond, qui était capable de switcher, de bien défendre. Donc oui, voilà, Ivan Johnson pour les nostalgiques des bons vieux. Tu m'as dit cette comparaison en antenne juste avant qu'on commence à enregistrer. J'avais totalement oublié Ivan Johnson. Donc voilà, Tom me dit tiens, pour l'émission peut-être qu'on pourrait trouver des comparaisons des années 2010 et tout pour que ça parle aux gens, et ensuite il me sort Ivan Johnson. Mais effectivement 125 matchs NBA. J'avais totalement oublié Ivan Johnson, mais en tout cas ça incitera peut-être les plus jeunes à aller voir. Et on passe rapidement du coup sur le dernier nom. Je sais pas si toi tu penses que c'est le plus intéressant, le plus intriguant, je ne sais pas, mais c'est évidemment Brandon Clark, qui on a parlé un peu de lui quand on a parlé de Killian Tilly et Gonzaga. Brandon Clark, 25 ans déjà, mine de rien, puisque notamment il a été drafté un peu plus tard que la moyenne. Il a fait 2 années, parcours assez atypique, 2 années à la fac de San José, transféré, donc il a été obligé de pas jouer pendant 1 an à cause de la loi la règle des transferts en NCAA. C'est ça, il a fait un redshirt, puis 2019 Gonzaga, très grosse année individuelle et collectivement. Lui pour le coup c'était le chouchou des hipsters, mais vraiment. Moi j'avais un très gros souvenir, notamment parce que j'étais un peu moins chaud que certains hipsters, mais c'est vrai qu'il y avait quand même beaucoup de choses à aimer chez lui. Et Jonathan Tjarks l'avait en 4, je crois, à un moment donné. Ah non, mais c'était un délire. Mais même Cole Zwicker l'aimait énormément, etc. Enfin, c'était vraiment le darling des hipsters de draft. Cette année, un peu comme Xavier Tillman d'ailleurs, 18 minutes par match, alors que l'an passé c'était 24. Mais bon, comme tu nous l'as expliqué, peut-être c'est simplement que la rotation est plus dense cette année. Et donc, le fait est que j'étais un peu passé à côté, mais il fait une saison au niveau de l'efficacité qui est incroyable, vraiment incroyable. Et donc quand j'ai eu ça, je me suis dit d'accord, en gros il met ses 3 points cette année, et parce qu'en général
il suffit que tu mettes tes 3 points pour que ton efficacité générale, elle soit boostée, notamment quand t'es un role player. Et en fait, pas du tout. En fait, pas du tout. Il prend moins de 3 points qu'avant. C'est peut-être ça d'ailleurs qui l'aide à être plus efficace, parce qu'il n'était pas très bon et il en prend un peu moins qu'avant. En tout cas en fréquence. Et par contre, au cercle, il est monstrueux. Comment tu expliques un peu pas ce renouveau, mais cette saison étincelante de Brandon Clarke? Ben, il a fait une saison rookie vraiment exceptionnelle au niveau de l'efficacité. Hein. C'est quelqu'un qui, en tant que rookie, on en parlait comme d'un potentiel 6e homme de l'année. Hein. C'est vraiment au niveau de l'efficacité, c'est quelqu'un qui faisait vraiment des choses dingues et qui était aussi, c'est un peu aussi le côté talent dépendant, très fort finisseur à l'arceau, un excellent toucher au niveau des flotteurs, quand il n'arrive pas à finir de façon agressive au cercle. Et il avait, dans sa première saison, un shoot à 3 points, même s'il le prenait pas en volume. C'est quelqu'un qu'on pourrait qualifier de reluctant shooter, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui prenait des shoots à 3 points uniquement quand il était grand ouvert, et qui avait une réussite plutôt comment tu dis comment t'as utilisé l'expression, c'est quoi? Reluctant, c'est-à-dire... reluctant, d'accord, ouais. Ok. J'aurais pas la traduction... Non, réticent, non, mais voilà, réticent. Surtout, j'ai entendu Wellington, je me suis dit, quel rapport avec l'ours Pas du tout. Non, globalement. En fait, il prenait que les tirs qui étaient évidents, quoi, on va dire. Voilà, il prenait que les tirs qui étaient évidents. Exactement, c'est ça. Et c'est exactement ça. Que les tirs qui étaient évidents, un peu à la Tony Snell. Et tu vois, c'est un joueur qui, a perdu une partie de son efficacité l'an dernier, tout simplement parce que il a changé sa mécanique de shoot durant le Covid. Ouais, c'est un joueur qui avait changé sa mécanique de shoot durant le Covid. Il n'avait pas accès du moins aux installations, et du coup, il avait repris son geste d'antan par manque de répétition. Oui, alors ça, je refais l'histoire très rapidement. À San José, il fait des bonnes choses, mais il est aussi repéré parce que il a une mécanique de tir incroyablement mauvaise. Enfin, c'est taper Brandon Clarke San José, vous allez voir, c'est de la catapulte, mais il faut faire exprès pour tirer comme ça, quoi. Et c'est vrai que ce qui avait motivé beaucoup l'attention qu'on lui avait portée à la draft et le fait d'être beaucoup aimé par les hipsters de la draft, c'était que justement il avait modifié sa mécanique de tir et qu'il était devenu au moins peut-être prometteur dans l'exercice. Et donc toi tu nous dis qu'il a peut-être aussi un peu glissé parce qu'il avait été retombé dans ses mauvais pendants de... D'accord. Ah, c'est intéressant ça. Okay. C'est ça. Il y avait ça, et il y a aussi qu'il avait perdu un peu le toucher sur le flotteur, tout simplement parce il est resté longtemps blessé au mollet. Et il avait plus la même explosivité, notamment pour finir dans les joueurs pour lancer son flotteur. C'est-à-dire que c'est un joueur qui est très mauvais pour moi, hein, qui est très mauvais pour créer de la séparation. Mais du coup, il est tellement vif et tellement athlétique que au moment où il saute pour déclencher, l'adversaire n'a pas le temps en fait de voir venir le shoot pour pouvoir vraiment bien le contester. Oui, parce qu'on l'a pas dit, mais au niveau des mensurations, c'est un intérieur, mais assez petit, finalement, qui a plutôt la taille d'un poste 3, voire même d'un poste 3 moyen, quoi. Mais par contre, et même d'ailleurs, envergure de bras, c'est pas Draymond Green, hein, il compense pas du tout avec des bras très longs. Mais par contre, ce qu'il aidait beaucoup, donc, c'est, comme tu dis, cette explosivité ultra élite et cette vivacité incroyable qui faisait que effectivement il arrivait à déclencher des shoots et de manière incroyablement rapide de par cette explosivité, ou alors il allait carrément finir de manière explosive et verticale au panier sur des dunks. Et c'est vrai que peut-être que quand t'es blessé et que tu te reposes à 80% sur ça, ça coince un peu plus, donc c'est peut-être un peu normal. Et cette année, 77% de réussite au panier, c'est assez incroyable. Peut-être aussi qu'il profite, bon, que l'équipe soit compétente, c'est vrai, mais que, comme tu l'expliquais aussi, il y a peut-être une recherche de spacing un peu plus cette année à Memphis. Ça peut aussi l'aider du coup à être libéré de manière plus évidente sous le panier. Enfin bref, on a quand même un finisseur au panier qui pour l'instant est assez élite. Moi, j'avais un peu à sa draft, je me souviens qu'un des trucs sur lequel j'étais un peu plus réticent que la moyenne des hipsters, c'était justement le manque de taille. Justement, et l'explosivité c'est sympa, mais comme ils disent les Américains, tu peux pas enseigner la taille, quoi. Quand t'es grand, t'es grand. Alors que le mec ça, c'est une phrase qui nous a traumatisé à Memphis, hein, you can teach size. Mais voilà. Et c'est vrai que ça, moi, c'était un peu
Ma crainte, c'est je savais pas à quel point est-ce qu'il pourrait impacter le jeu, notamment sur pick and roll et sur la finition, comme il le faisait en NCAA. Et pour l'instant, c'est vrai que la réponse, en tout cas cette année, c'est qu'il peut totalement. Il y a l'explosivité, il y a de la verticalité du coup grâce à cette détente, et surtout c'est une machine à lancer franc cette année. Oui. Il est parmi les tout meilleurs taux de lancer franc provoqués sur ses tentatives de tir. Donc on est sur un joueur explosif et agressif, donc ça fait très très plaisir. Le problème, c'est que je trouve que malheureusement, ses qualités athlétiques, balle en main, sont beaucoup moins fonctionnelles Oui. que ses qualités intrinsèques. Oui. C'est-à-dire que c'est un athlète exceptionnel, mais par contre, balle en main, on retrouve pas ça parce que il est pas assez à l'aise, il est pas assez fluide balle en main pour avoir un peu, comment dire, être un peu désarticulé et pouvoir se pencher d'un côté, dribbler de l'autre, s'abaisser, se relever, se contorsionner balle en main tout en maintenant son dribble pendant le drive ou dans le périmètre par exemple. Et du coup il est un peu rigide, je trouve un peu, j'ai toujours un peu reproché ça, c'est que ok c'est un super athlète mais avec le ballon il est un peu rigide, il est un peu mécanique justement, il est un peu trop mécanique dans ses mouvements avec la balle, ce qui fait que par exemple là où Xavier Tillman est beaucoup moins explosif, mais lui il est plus fluide et donc il peut aller faire des drives contre des mismatchs ou contre des intérieurs plus lentes depuis le périmètre. Je trouve que Brandon Clark le fait pas trop. Je sais pas si tu seras d'accord avec ça. Oui, en fait, Brandon Clark, il est plus dans le bullying, en gros, hein. C'est-à-dire que il va essayer de déplacer l'adversaire avec sa force physique parce qu'il n'est pas dans la capacité à le faire bouger avec son dribble. Et en fait, pour les impressions de Raider, franchement, enfin, ça va peut-être te rappeler des mauvais souvenirs, mais j'ai l'impression parfois de revoir un peu Jason Thompson, tu vois, un peu le mec. J'y ai pensé. Le mec très très rigide, Robocop, quoi, le mec très très. Exactement. Ouais, moi, tu sais, moi c'est le quand je pense à quelqu'un, enfin quand on dit d'un joueur qu'il est mécanique dans ses mouvements, je pense de suite à Jason Thompson. Ah ben voilà. Donc effectivement, ça marche très très bien. Et encore que Thompson était plus technique peut-être et plus puissant, alors que lui est plus dans la légèreté et l'explosivité. Exact. Mais c'est vrai que du coup, de ce point de vue-là, je pense que au bout de 3 ans de carrière, je suis un peu conforté dans mes positions de draft que la création balle en main, ce sera pas trop ça. Par contre, on peut être. Ouais, vas-y, pardon. Même le playmaking sur shot roll, pour moi, c'est très compliqué pour lui. Hein. C'est pas évident, ouais. C'est pas du tout. D'ailleurs, je pense que Tillman est un peu meilleur là-dessus, même bien meilleur là-dessus que Brandon Clark. Donc c'est vrai que c'est dommage de pas avoir ça quand t'as pas d'autre chose. Ça aurait pu rajouter de la valeur à ce profil-là de finisseur quand t'as pas de la création balle en main. Mais donc c'est vrai, cette création balle en main, on l'a pas trop sur drive ou balle en main de manière générale. Le passing, pas trop. C'est quelqu'un d'intelligent et d'altruiste, mais pas non plus qui va ajouter de la valeur sur de la création pure. Et au niveau du shoot, je pense qu'on peut dire aussi, après 3 ans de carrière, que peut-être qu'on pourra avoir des progrès, hein, à moyen terme, à long terme, des progrès mineurs ou des progrès relativement importants, mais on sera clairement jamais sur un shooter de top qualité, je pense, clairement. Et peut-être même pas sur un shooter au-dessus de la moyenne et qui peut apporter un spacing positif, peut-être pas. En tout cas, pour moi, c'est pas quelqu'un qui sera défendu comme si c'est ce type de joueur. Même s'il arrive à être au-dessus de la moyenne en termes de shoot, je pense que les équipes ne le défendront jamais comme ce type de joueur-là. Et je pense qu'ils vont essayer de le contenir, notamment avec en lui mettant des joueurs un peu plus grands dessus, hein, puisque c'est un joueur qui, encore une fois, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui va essayer de shooter au-dessus des joueurs plus petits plutôt qu'essayer de les déborder alors que les joueurs plus petits sont moins puissants. Et du coup, en lui mettant un joueur un peu plus grand dessus, il perd en fait cet avantage de puissance et du coup, il devient un petit peu plus limité. Et d'ailleurs, on voit même Taylor Jenkins qui essaie par exemple, de l'impliquer pour lui permettre d'avoir de l'élan et du mouvement, notamment quand il est arrêté, d'essayer de mettre en place un fake dribble end-off, notamment avec Desmond Bane, pour pouvoir lui permettre de lui profiter du petit instant d'inattention que son défenseur aura quand il verra Desmond Bane partir au niveau de la ligne à 3 points, pour lui permettre de lui poser son dribble et accéder au cercle avec un petit peu de mouvement, quoi. Mais c'est un joueur qui, pour moi, naturellement, aura énormément de mal à faire quoi que ce soit seul s'il ne reçoit pas le ballon avec déjà un premier avantage.
Ouais, donc en attaque, pas trop de création de balle en main, Mm. passing correct mais pas sans plus, de la finition de très très haut niveau, ça c'est clair. Mm. Mais au jump shot, pas là non plus, on est à 30% en carrière finalement, Mm. 70% en lancer franc. Bon, on n'est pas sur un shooter positif, on va dire. Et de l'autre côté, l'autre question que j'avais avant qu'on parle du coup de quelle peut être sa carrière, justement avec son profil, le côté défensif, c'est que quid un peu de son impact parce qu'il a un profil assez atypique. Je pense qu'il peut être pas mal pour évoluer dans des systèmes un peu en switch all, et d'ailleurs c'est ce qu'a fait Memphis assez récemment. Je sais plus contre qui ils ont beaucoup insisté sur un line-up avec Clark en titulaire. J'ai un trou, mais Ouais, effectivement, enfin, bon, c'est pas très grave. Mais en gros, voilà, je pense qu'ils peuvent totalement s'adapter. Je crois que c'est Dallas, non? oui, Dallas. oui, au début, en première mi-temps. Ouais, voilà. Et ils ont fait ce genre de truc, et je pense qu'il peut s'adapter à ce genre de système où tu t'appuies beaucoup sur des systèmes en switch. Mhm. Là, il a sa place. Après, le problème, c'est que, ok, il est explosif, mais manque de taille, manque d'envergure. Mhm. C'est un peu limité en protection du panier. Mhm. Donc, ma question, c'est que, voilà, on attaque en sachant que tu auras globalement que de la finition au panier, et que en défense, tu as un défenseur de switch très sympathique, mais finalement qui a pas non plus un impact énormissime en dehors de ça. Quel est finalement quel rôle il pourra avoir? Est-ce que titulaire? Est-ce que rotation simplement? Je sais pas toi déjà qu'est-ce que tu penses de sa défense, et du coup qu'est-ce que tu penses de son futur rôle en NBA? Alors moi je pense rotation, je pense que c'est un joueur qui est aujourd'hui assez limité, notamment par sa taille pour ce qui est de la protection de cercle primaire. Ouais, C'est-à-dire que aujourd'hui, par exemple, quand il se fait attaquer, de la même façon que par exemple Desmond Bane, il a du mal quand il a le contact pour finir, ben lui, Brandon Clark, quand il y a un contact avec lui, même si il arrive à bien résister au niveau du tronc, son adversaire va toujours trouver une façon ou un angle de finir au-dessus de lui ou autour de lui, tout simplement parce qu'il est trop petit quand il a les bras levés. Et ça, c'est quelque chose qui lui fait défaut, notamment même quand il est impliqué sur des couvertures en drop. Il fait pas peur en fait. Les joueurs, oui, ils vont, oui, oui. il fait pas peur du tout parce il est petit et même s'il lève les bras, bah tu vois, il est quand même en dessous du panier quoi. Donc Son atout c'est la vitesse finalement, oui, oui. mais c'est vrai qu'il peut pas trop affecter beaucoup d'actions de par son gabarit en fait, tout simplement. Mm. Donc là où je le vois plus à l'aise, ce serait plutôt sur de la protection de cercle secondaire, c'est-à-dire Ouais. sur un peu du second rideau. C'est-à-dire que si par exemple ton protecteur de cercle principal est impliqué, je le vois plutôt intéressant notamment en low man Ouais. sur enfin qui fait un peu la navette entre le coin et pour un peu recouvrir des actions si le premier protecteur de cercle notamment est sorti sur une défense en switch par exemple. Hmm. Non mais c'est vrai que moi c'est un peu ça que je lui reproche, en tout cas que c'est comme ça que je le définis, c'est que je trouve que c'est plutôt un protecteur de panier. Il est plutôt playmaker que intimidateur. Oui, oui, je suis C'est-à-dire que d'accord. il va te faire des actions assez flashy en jaillissant depuis le côté faible, comme tu Mhm. dis, et ça on va avoir tendance à le retenir évidemment, comme c'est flashy. Oui. Mais c'est vrai que dans l'ensemble, il y a aussi beaucoup de fois où il arrive en retard, il fait faute, ou alors il n'arrive pas à temps, ou alors il n'a pas assez de longueur pour contester, etc. Donc c'est un mec qui va plutôt être un playmaker, faire des actions de temps en temps, plutôt que le côté intimidateur des vrais protecteurs d'arceaux. Ça, je trouve qu'il l'a pas. Donc c'est vrai que je pense que son rôle défensif, mine de rien, il se réduit un peu de par ce manque d'impact à l'intérieur. Après, tu me diras, dans le bon système en switch, il peut aussi totalement switcher sur même des ailiers Paul George, sur des. Je pense qu'il peut tenir sur séquence sur des Bradley Beal, etc. Mhm. Donc, je sais pas dans quelle direction il ramène Memphis en termes de stratégie. Développement, oui. Là, on est plutôt sur un système en drop autour de Jaren Jackson et de Steven Adams. Mais c'est vrai que, tu vois, dans le bon système, en tout cas dans le bon système pour lui, Mhm. un système en switch, j'ai pas le mal non plus à l'imaginer presque titulaire, quoi, finalement. C'est vrai, effectivement. Mais après après la problématique aussi notamment pour lui hein, pour le sur un système en switch, c'est aussi il va falloir quand par exemple tu n'es pas impliqué directement sur le switch, c'est tout le côté défense loin du ballon et être Oui. capable de bien réagir. Et pour moi, j'ai pas mal de questions sur son decision making défensif quand il n'est pas impliqué directement sur l'action. Hmm.
Ça s'entend. Du coup, on est plutôt sur ce type-là de carrière, je pense. On n'est pas sur un titulaire sûr et certain. Mhm. On est plutôt sur un très bon role player défensif et potentiellement, sur quelques années en carrière, je pense qu'il peut être dans le bon endroit, potentiellement un bon titulaire. Au niveau des comparaisons, du coup, à qui tu as pensé? Moi, franchement, quand je le vois, il y a le joueur qui me revient vraiment en plein, c'est Brendan Wright. Ouais. Alors comme je te disais aussi tout à l'heure, j'avais noté aussi Brendan Wright, mais la version poche Oui. de Brendan Wright. Et finalement, je pense que c'est pas juste pour le jeu de mots et pour la blague. Ouais. Ça devrait aussi conséquence dans le jeu, Mhm. parce que Brendan Wright avait mine de rien. Bon, si vous connaissez pas, c'était l'intérieur classique, finisseur ultra aérien, très grand avec des longs bras explosifs, finisseur de panier quoi. Mhm. Et c'est vrai que pour l'instant il remplit ce rôle, mais je sais pas à quel point. En tout cas, je pense que en ayant moins de longueur de bras et moins de taille, Ouais. il a forcément moins d'impact dans la finition sur certaines actions et en défense. Donc c'est pour ça que j'avais mis version de poche de Brendan Wright, effectivement. Sinon, moi j'avais Dwight Powell, Oui. qui me paraissait très très similaire aussi, un peu dans ce truc de je suis à moitié titulaire selon si C'est Gallas Christophe veut Porzingis jouer. joue ou pas. Ouais, c'est ça. Je peux faire un peu de protection d'arceau, mais pas trop non plus. Je suis plus à l'aise sur pick and roll, dans le périmètre, dans la mobilité, etc. Bon, j'avais aussi noté Daryl Arthur, mais c'était pour te faire plaisir. Ah, mais ça, c'est mon gars sûr. Et tu sais que j'y ai pensé, mais je l'ai pas mis tout simplement par rapport au shoot. Parce que C'est vrai. Daryl Oui, oui. Arthur, c'est un gros shooter quand même, tu vois. Oui, oui. Et après, juste pour déconner, j'ai mis Chuck Hayes, mais la version aérienne de Chuck Hayes. Hein. Clairement, clairement. Mais tu Voilà. vois, c'est vrai que pour Powell, le truc qu'il n'y a pas avec Powell, c'est vraiment le côté toucher et explosivité. Alors, Powell, Oui. c'est un joueur explosif pour finir, mais par contre, tout ce qui est en dehors de la finition au panier directement, Bud Powell, c'est pas un joueur qui est vivace pour aller te mettre un Il a flotteur pas les changements de direction, il a Voilà, pas c'est le ça. flotteur, il a pas les changements d'appui La brusques. C'est motricité, vrai. tout ça, voilà, c'est ça. Effectivement. Mais je pense que dans ce rôle-là Oui, d'intérieur, oui, on va dire polyvalent, totalement d'accord. ça peut être assez intéressant. Ok, bah, merci beaucoup Tom. Est-ce qu'on a peut-être d'autres choses à rajouter sur cette équipe de Memphis? Que Desmond Bane est meilleur qu'Andrew Wiggins, écoute. Oui, effectivement, mais ça c'est évident. Ouais. Est-ce que, alors, je t'autorise quelques phrases sur les joueurs qu'on n'a pas cités. Est-ce que tu veux tresser des louanges à Tyus Jones, à Kyle Anderson, Dylan Brooks? Ah ben ce sont mes gars. Kyle Anderson, c'est l'un de mes joueurs préférés en vrai. Enfin, qui a côtoyé la légende Jordan Adams à UCLA et qui avait Zach LaVine en sixième homme, puisque Norman Powell était titulaire de cette équipe-là. Enfin, Et même Shabazz Mohamed une année avant. et oui, et effectivement, effectivement, Shabazz Mohamed, sur lequel tu avais écrit un long papier, Beaucoup trop long, ouais. beaucoup trop long. Non, mais c'est vrai que Kyle Anderson, c'était la recrue phare avec Shabazz Mohamed de UCLA à l'époque. Mm. Et bon, il a un peu déçu, mais c'est vrai qu'on le retrouve dans ce rôle, pas du tout de star comme il était peut-être attendu à ses débuts, mais très très valuable finalement dans cette équipe de Memphis. Très très Et intéressant. mine de rien, tu vois, même un joueur comme Tyus Jones, j'ai pas pensé à l'inclure dans notre discussion aujourd'hui sur les jeunes. Enfin, il est pas si vieux que ça, quoi. Ouais, bah, clairement, puisque c'est un joueur qui, il est de la draft de Towns, hein, 2015. Oui, tout à fait. La Ouais. draft de 2015, puisque c'était l'équipe de Towns. Et puis, pour moi, c'est le meilleur meneur backup de l'histoire de Memphis, hein. Tyus Jones, ça. De Franchement, l'histoire de Memphis, oui, sachant le qu'il y a meilleur déjà eu meneur Tony backup. Roten. Oui, ah oui. Ouais, bah, écoute, hein, écoute, on est allé en playoff avec, on est quand même allé en playoff une fois avec Andrew Harrison en meneur backup, hein. Ah là là, j'ai beaucoup de souvenirs. Hein. Donc non, franchement c'est vraiment la banque. Franchement c'est la banque. Tyus Jones, leader, un peu c'est un joueur à la Montemoris. En fait c'est le mime Spider-Man, tu vois. Montemoris, Exactement. Ouais. Tyus Jones c'est le mime Spider-Man. C'est vraiment les gars hyper propres, très très haut dans tout ce qui est assist turnover ratio. Ce sont pas des joueurs qui vont prendre énormément de risques. Et d'ailleurs c'est l'une des raisons pour lesquelles je pense que Brandon Clark est aussi fort, c'est que le niveau de guard play en fait avec Tyus Jones, c'est que Tyus Jones il a aussi une faculté qu'on peut retrouver notamment chez Ja Morant et aussi chez Trae Young, c'est que c'est un joueur qui prend énormément de flotteurs et en fait il a une faculté à pouvoir transformer son flotteur en lob
sans Oui. que la défense puisse vraiment Le comprendre lire, ce ouais. qu'il va faire. Et du coup, Brandon Clark, il se régale puisque entre guillemets la gravité créée par la tendance et le volume de flotteur que prend Tyus Jones va resserrer la défense, va faire la défense réagir, et du coup Brandon Clark peut se glisser juste derrière pour finir sur des claquettes dunk. Quand on pense que les vétérans ont 27 ans, Ouais. c'est vraiment une équipe Clairement. Une équipe assez spéciale, mais cela dit qui est très très plaisante à voir jouer du coup, notamment avec tous ces jeunes joueurs très intéressants. Je pense qu'on aura l'occasion aussi de parler de plus en détail de Jaren Jackson et Ja Morant qui sont des joueurs encore plus intéressants, donc ça on se garde ça pour une prochaine fois. Clairement. En tout cas, je te remercie énormément d'être venu parler avec moi de tous ces jeunes de Memphis. Merci beaucoup Tom. Merci à toi pour l'invitation, ça fait plaisir de t'entendre et de partager avec toi un peu sur Memphis. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode, j'espère que ça vous aura plu. Bon, voilà pour Memphis et pour les jeunes de Memphis notamment. Alors c'est vrai qu'on n'a pas parlé de Jarrett Culver, je sais pas si vous l'attendiez, mais bon, malheureusement il est toujours pas au niveau, ou en tout cas il n'a toujours pas de minutes, il n'arrive pas à mériter de minutes dans cet effectif. Donc on n'a pas eu trop l'occasion d'en parler, mais voilà. Et donc justement, ça nous fait une transition parfaite, Jarrett Culver, entre les jeunes de Memphis, l'épisode d'aujourd'hui, et le prochain épisode du Basket Lab, puisque on va parler de l'équipe dans laquelle était Jarrett Culver avant d'être envoyé à Memphis. C'était évidemment Minnesota, et donc la prochaine fois, on va parler en particulier de un joueur dans cette équipe. On va faire le point sur la saison et sur la progression de Anthony Edwards. Donc, si vous êtes fan de Edwards, rendez-vous sur le prochain épisode. Et donc, sur ce, je vous remercie une nouvelle fois de nous avoir écoutés. Merci encore à Tom d'avoir accepté mon invitation. C'était vraiment l'invité parfait, je trouve, pour ce podcast. Donc, merci à lui. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao.